Dans la série, c'est montré en mode, en fait, c'est le vrai Walter White que vous voyez maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était un mec frustré, etc., qui se cachait. Et là, maintenant, c'est le vrai type, c'est le vrai Walter White. Dans l'épisode Capital P, il mentionne le Bohemians Club. Et c'est en 97, c'est intéressant parce que c'est avant que Alec Jones va filmer justement sur les lieux. Je dirais même la majorité des séries dont je parle dans ce livre, en fait, j'en suis fan. Hein. Alors là, on change de dimension. Terminé Charlie Ingalls, terminé La Croisière s'amuse. On est au cœur de la violence. Tatouage de croix gammée, comme tu dis, se tape dans le derche, etc. Il y a un viol dès le premier épisode, je crois. Alors ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais quand vous regardez des séries, vous regardez aussi les critères ESG. Alors c'est quoi ces critères ESG? C'est dingue. Si tu faisais une gaussienne, entre guillemets, avec HBO, on dirait que le haut de la gaussienne, c'est les Sopranos. C'est un mélange de violence très graphique, de sexe, de nudité et surtout de personnages très complexes. Et donc, du coup, vu cette ambiance-là, vu la guerre communautaire, vu le lobby catholique qui commençait à s'énerver, et ben arrive le code Hayes, qui est quoi? C'est un code donc de moralité qui est mis en place. Pour te dire au point où elle a adoré, c'est que une semaine après, elle a trouvé des t-shirts de Breaking Bad. Il a fallu porter pour regarder l'épisode. T'imagines pas? Chers auditeurs, vous écoutez Radio 22, là où les faits parlent d'eux-mêmes, pas de fioritures, que de la vérité. Amis amateurs de séries, telle est la magie d'Internet. Votre temps de cerveau disponible, si souvent capturé, vous guide aujourd'hui vers nous, vers la plus belle des saisons, celle où vous découvrirez les dessous de vos séries préférées avec comprendre les séries TV et leur rôle idéologique. Aujourd'hui, je reçois Mohamed Ridal pour ce livre incroyable que vous pouvez vous procurer en lien sous la vidéo, un petit chef-d'œuvre de la série Comprendre chez Contre-Culture. Et j'annonce maintenant, tout de suite, qu'on va se régaler. On va se régaler. On fera même un top 5 de nos meilleures séries à la fin de cette interview. Donc, en commentaire, faites vous-même votre top 5. Moi, ça m'intéresse. Hein. S'il y a des petites pépites, pourquoi pas. Bonjour Mohamed, comment ça va? Alors, bonjour à tous, bonjour Marcel, merci pour la présentation, hein, et ça va très très bien. Merci encore. Alors, Mohamed, avant de commencer, alors pourquoi avoir choisi ce thème des séries TV? Bon, tout d'abord parce que j'aime bien les séries télé, hein, j'en ai beaucoup consommé, j'en ai beaucoup regardé, etc. Et en fait, le point de départ de ce livre, c'est une conversation que j'ai eue avec un ami qui, à un moment donné, alors moi-même, je m'en étais pas rendu compte, mais qui me dit qu'en gros, oui, alors on m'a conseillé telle série, alors à l'époque c'était Viking. Il me dit, mais je sens qu'il y a un truc qui pue idéologiquement. Et il m'en parle parce qu'en fait, il sait que je suis versé dans le marxisme, etc. Et du coup, il m'en parle. Et je réfléchis, je dis, ah ouais, c'est vrai, donc il y a un truc qui pue et tout. Donc j'utilise des concepts un peu marxistes, etc. On pourra en parler après. Et le sujet me tourne dans la tête et je commence à acheter des bouquins sur les séries, notamment sur l'histoire d'HBO, etc. Et voilà le point de départ de ce livre. Pour les fans comme moi qui aiment les bonnes séries, hein, Dose, en passant par Dexter, Breaking Bad, Soprano et j'en passe. Alors au début, je me suis dit, moi, ça va être un livre qui va nous dire, bon les gars, c'est nul, faut pas regarder les séries, il faut boycotter. Alors pas du tout, pas du tout. En gros, ça donne des clés de lecture. C'est ça, quoi, on va dire. Voilà, exactement. Je dirais même la majorité des séries dont je parle dans ce livre, en fait, j'en suis fan, hein, je les adore, etc. Et c'est d'autant plus facile de m'être posé la question, mais en fait, pourquoi je les adore autant? C'était aussi un peu ça le questionnement qu'il y avait derrière. Donc en effet, c'est pas pour dire que les séries c'est caca boudin, mais au contraire presque. Mais c'est vraiment histoire d'avoir un nouvel œil pour regarder les séries et avoir même cet exercice. Hein, vous avez déjà vu une série. Vous êtes passé un petit peu par-dessus la tête, vous la revoyez et puis vous vous servez des concepts du livre pour dire en fait ce truc-là c'est vrai que c'est un peu bizarre, ça me rappelle tel truc. C'est un exercice assez marrant et assez stimulant à faire que je fais souvent d'ailleurs maintenant. Oui, c'est exactement moi ce qui m'est arrivé, c'est en lisant le bouquin. C'est vrai que je me dis, moi aussi, hein, j'ai adoré toutes ces séries, mais c'est vrai qu'il y a on peut avoir des frustrations. On va en parler. On va parler de Ouais. tout ça, mais avant de décortiquer HBO, avant de décortiquer Netflix, Hollywood, le nouvel Hollywood, parce qu'il y a tout ça derrière. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a les têtes pensantes aussi qui sont derrière. Il y avait les séries avant,
il y avait les séries présentées au grand public, c'est les années 70-80, on peut citer. Hein. Il y avait Starkey Hutch, Dallas, Ma sorcière bien-aimée, Arnold et Willy, l'agence touriste, K2000, Deux flics à Miami. On peut aller loin, MacGyver. Alors, à qui toutes ces séries étaient destinées, les séries de notre enfance? Bah, c'était principalement été pour la ménagère de moins de 50 ans. Hein, c'était des séries qui passaient en journée. Donc à cette époque-là, faut pas oublier qu'il y avait beaucoup plus de femmes au foyer. Donc il y avait bon évidemment après leur travail de s'occuper des foyers, etc. Elles avaient du temps à tuer. Et donc du coup toutes ces séries étaient principalement pour elles et pour les enfants parce que c'est eux qui avaient le temps. D'ailleurs, petite information amusante. Est-ce que tu sais pourquoi les génériques de télé avant étaient très très longs? Je sais pas, tu te souviens de ces trucs, la Supercopter, etc. Tu sais, t'avais toujours un très très long générique de télé. Je Oui, sais pas c'est si ça te vrai, parle. ouais. Voilà. Ben, en fait, Oui. c'était pour la ménagère de moins de 50 ans. Tu sais, quand elle faisait sa vaisselle, elle entendait le générique. Et en gros, c'était le signal, ah, faut que j'ai regardé mon truc. Et en fait, c'était pour laisser le temps à la ménagère de terminer sa tâche du moment, la vaisselle, etc. Et d'avoir le temps d'y aller, tu vois. Donc ça, c'est assez marrant parce que c'était Bryan Cranston, donc l'acteur de Breaking Bad dont on va parler, qui l'avait dit. Voilà. Et donc voilà, pour répondre à la question, c'est principalement la ménagère de moins de 50 ans et les enfants. Et tous les adultes, tous les hommes qui étaient très connectés au monde de la production, en fait, les regardaient quasiment pas, quoi. Et alors, c'est destiné à la ménagère. Alors, c'est destiné pourquoi? Pour qu'elle regarde, qu'elle regarde la pub entre les deux. Alors, pourquoi ils veulent emmener la ménagère devant la télé, les enfants devant la télé à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas Bon, encore toute l'idéologie derrière, il n'y a pas encore tout ça, j'ai l'impression. Hein. bah, tu sais, maintenant, la ménagère de moins de 50 ans, on l'appelle plus comme ça. Je crois qu'on l'appelle maintenant la responsable des achats, quelque chose comme ça. Et en fait, à l'époque, c'était déjà ça. La ménagère de moins de 50 ans, c'était la responsable des achats. Donc, en réalité, l'idée, c'était déjà, tu ramènes la ménagère de moins de 50 ans parce que c'est elle qui va dépenser. Évidemment, comme elle s'occupe du foyer, c'est elle qui va au supermarché et tout. Donc, tu peux coller des pubs de dentifrice, ce genre de choses, etc. Et pourquoi les enfants? Un, les enfants sont plus perméables. Deux, les parents achètent pour les enfants. Et en plus, ils se sont rendus compte, ils avaient fait des études que, par exemple, même quand l'homme achète des choses qui paraissent être des choses d'homme, par exemple des voitures, etc., en fait, c'est beaucoup les enfants et la femme qui choisissent. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, à un moment donné, les producteurs ils se disent non, mais en fait, c'est la femme et les enfants en fait qu'il faut viser. Et en fait, l'homme derrière suivra, même si c'est lui qui a le port. Bizarrement, même si c'est lui qui a le chéquier, c'est lui qui décide le moins, quoi. Oui, oui, le mari, lui, il travaille. La femme est à à la maison, elle dépense. Donc, la télé en profite pour glisser deux, trois trucs et faire les poches du mari, on va dire. C'est un peu ça. Exactement. Alors celle, qui trône, dans les séries, classiques, c'est évidemment, La petite maison dans la prairie. Charlie Ingalls, joué par, Michael Landon, qui incarne, le père courageux, responsable, pieux, travailleur, pilier de la famille. De même, il y a aussi, Ghost Bichot. Alors à ce moment-là, on valorise encore, la famille, nucléaire. Le père est pas encore sorti, il est pas encore diabolisé à ce moment-là. Oui, oui, complètement. Bah, t'as cité Cosby Show et pardon, c'était l'autre La série que petite t'avais maison dans la cité. prairie, Charlie C'était Ingalls. dans la prairie. Voilà, c'est une famille cohérente. Les enfants obéissent à leurs parents. Il n'y a pas de trucs pervers, il y a pas de trucs bizarres. Alors parfois, il peut y avoir des thèmes pseudo-progressistes qui s'y glissent notamment dans Cosby Show très rapidement. Mais oui, en effet, c'est encore une famille très cohérente, très soudée. Et en fait, c'est l'image de la famille américaine classique, ou en tout cas de la famille américaine classique telle qu'elle se voit. Et pour te montrer un peu l'évolution, donc là, c'est vraiment la sitcom classique. Et je sais pas si tu te souviens de Notre Belle Famille? Ça te parle ou pas du tout? Oui, Notre belle famille, oui, oui, bien sûr, oui. Qui était sur M6. En fait, tu sens qu'il y a une petite évolution déjà à ce niveau-là, parce que c'est un peu la même chose, une famille courante, etc. Mais t'as déjà une famille recomposée. C'est ça, en fait, le point de départ. L'homme a 3 enfants, la femme a 3 enfants, ils vivent sur la même maison, et en fait, tout le truc est là. Et en fait, tu commences à avoir une petite gradation comme ça qui amène entre guillemets, la modernité, quoi. Oui, parce qu'on le voit aussi dans Le Prince de Bel-Air, hein, Will, qui est pas le fils du grand chef. On le voit aussi, d'ailleurs, il y a un petit basculement aussi avec Tony Micheli, en soit un joueur de baseball viril, veuf, qui devient la bonne d'Angela Bauer, cadre publicitaire, célibataire, qui vit seul avec son fils Jonathan, avec une belle-mère à moitié éclatée au sol. Ouais. Alors, vous aurez reconnu Madame est servie. Alors, est-ce qu'ici, bah, il n'y a pas justement un changement qui s'opère aussi là?
pour le coup. Ah, de fait. Et la fille qui est garçon manqué, Alyssa Milano, La tout fille, à tout à charme. fait. Vraiment, Voilà. Ouais, tout est inversé dans ce truc-là. Donc là, on commence déjà à sentir une petite gradation dans le changement et dans la modernité quelque part, quoi. oui, oui, oui. Alors, Ouais. Mohamed, là, c'est vrai qu'on arrive à HBO. Alors, c'est quoi HBO? Au départ, c'est pas ciblé les séries. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est quoi cette entreprise HBO? Ben, HBO, c'est l'entreprise dont s'est inspiré Canal+. Donc à la base, c'est quoi? C'est une chaîne de télé qu'on appelle à péage, une chaîne à péage. Donc c'est une chaîne tout simplement où vous payez un abonnement, exactement le modèle Canal+. Alors au début, HBO diffuse beaucoup de vieux longs métrages. Il périclite, c'est pas extraordinaire. Et vraiment, ce qui va donner l'envol d'HBO et qui va commencer à lui donner un certain prestige, c'est quand ils vont commencer à s'investir dans la boxe. Donc du coup, ils vont notamment, je crois que c'est eux qui diffusent le combat Mohamed Ali Frazier, Frazier. qui est un combat, Mhm. voilà, qui est un combat très très connu. Voilà, c'est un peu le point symbolique qui a donné le côté le coup de boost à la chaîne, on va dire. Et donc du coup, la HBO se met vraiment dedans. Et déjà, on commence à avoir des éléments de storytelling, c'est-à-dire que eux, ils vont être très très forts pour, je vais essayer un terme anglais, mais pour brander leur combat, tu vois. Notamment, alors des fois, tu vois ça un petit peu. Pour ceux qui ont déjà vu Rocky Balboa, le dernier Rocky, des fois on te met des espèces de petits, des espèces de bandes annonces de combat, et il y a un énorme storytelling, petit enfant issu des banlieues anglaises qui était dans le gangstérisme et qui ensuite a rencontré un entraîneur, etc. Blabla, ce genre de bêtises. Ben en fait c'est HBO qui commence à beaucoup faire ça. Donc, à HBO, c'est vrai que Frazier, bah, ça a donné, on va dire, hein, ça a donné un coup de poing à HBO. Et il y a un personnage important qui arrive, c'est Chris Albrecht. Alors, c'est qui ce monsieur? Comment il arrive chez HBO? Comment ça se passe? Et comment lui vient l'idée des séries, quoi? Alors, Chris Albrecht, c'est un juif new-yorkais qui est né en 1952, dans les souvenirs, et qui au début, lui, il veut faire une carrière dans le one-man show. Alors, c'est l'ambiance, tu sais, des one-man show, tu sais, les petits clubs de New York. Alors, t'as tu vois ça dans plusieurs films. Par exemple, il y a un film assez comique, assez connu qui s'appelle Man on the Moon, un film avec Jim Carrey, qui parle, c'est un biopic sur un comique connu américain qui s'appelle Andy Kaufman. Et on voit un petit peu cette ambiance des clubs américains, des clubs new-yorkais où en fait t'as toute la nouvelle génération, etc. de comiques qui va s'essayer devant un public. C'est le Jamil Comedy Club, en fait, c'est ça, quoi. C'est Oui, pour ça que c'est d'accord, un ok. bon Ouais. exemple. Voilà. Et donc du coup, t'as Chris Albrecht au début qui commence à faire le comique, etc. Ça fonctionne pas très bien. Et en fait derrière, il devient manager du club. Donc il est repéré parce qu'en fait, il s'avère il a plus de talent pour repérer des talents que de talent lui-même. Et donc du coup, il devient manager du club. Là, ça cartonne. Et là, il commence à avoir un certain carnet d'adresses avec tous les comiques du moment. Il va notamment rencontrer Whoopi Goldberg, Billy Crystal, des gens Robin Williams, des gens qui vont vraiment devenir très très connus par la suite. Et donc du coup, à ce moment-là, là, on est en 1985, entre 1985 et 1990. T'as HBO qui justement veut commencer à faire entrer la nouvelle scène comique à la télé. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent des specials, donc des espèces de spectacles avec tous les jeunes comiques. Ils se disent bon ben ce Chris Albrecht c'est le bon mec, il a un gros carnet d'adresses, il est au contact de la jeune de la jeunesse comique. En plus il a du goût, il a du coup pour comme je disais, il a plus de talent pour reconnaître le talent chez les autres. Et donc du coup HBO l'engage et c'est comme ça qu'il rentre chez HBO. D'accord, d'accord. Il rentre chez HBO et là, alors, il va s'entourer de gens. Alors, de qui il s'entoure pour que la machine démarre, quoi? Ouais. Ben, au début, Chris Albrecht, alors il a un périmètre assez réduit. Il a un périmètre assez réduit, notamment parce qu'il n'est pas le seul à la décision créatrice. Mais bon, je vais passer des étapes, mais bon an mal an, au final, des changements de management vont faire qu'il va avoir le poste le plus important chez HBO, qui est en fait la décision de la programmation. C'est ce qu'on appelle la décision de la programmation. C'est un terme consacré en anglais. C'est celui qui donne le feu vert, la green light. C'est en gros celui qui donne le financement. Et à un moment donné, il a vraiment le monopole de la partie créatrice. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entourer de gens, notamment, qui ont beaucoup de formations littéraires et dramaturgiques autour de lui. Donc, tu as des gens issus de Yale, de Harvard. Notamment, il y a Caroline Strauss, qui plus tard deviendra productrice exécutive de Game of Thrones.
qui va être l'un de ses bras droits, qui va l'accompagner. Notamment Chris Albrecht lui dira moi j'étais pas très intelligent à l'école, donc j'adore m'entourer de gens intelligents, voilà. Et donc il va commencer à s'entourer comme ça de gens qui sont très très formés sur le côté littéraire, dramaturgique, et vraiment des gens très très cultivés, quoi. Oui, c'est ça, c'est que lui, bon, bah, c'est pas un showrunner, c'est pas un créateur, il a l'intelligence de s'entourer de gens intelligents, qui va faire, le succès, de HBO. Et alors du coup, bon, bah, il s'entoure et là, il se passe quoi? C'est quoi les premières séries? Qu'est-ce qui fait le succès, de HBO? Ben, au début, Chris Albrecht il va y avoir des espèces de petits galops d'essai. Il va tenter des séries. Alors les deux plus connus sont le Larry Sanders Show. Donc c'est une série qui se passe, qui filme les coulisses d'une émission de télé américaine. Donc c'est un peu sur le modèle du faux documentaire plus tard qui sera repris dans The Office et ce genre de choses. Donc ce Larry Sanders Show qui va être ce qui va cartonner le plus. Là on se situe entre 90 et 95. Et l'autre série qui va être un peu plus portée la future marque de fabrique HBO, c'est une série qui s'appelle Dream On. Donc Dream On qui raconte les déboires sentimentaux d'un trentenaire genre couche moyenne salariée. Série intéressante, pourquoi? Notamment pour ces deux showrunners qui derrière vont faire Friends. Donc c'est Kaufman et Crane qui en 94 vont partir sur une autre chaîne pour faire Friends. On se rend compte qu'en fait Dream On est le brouillon de Friends. Donc tout ça est expliqué dans le livre. Mais là, on est vraiment au balbutiement. Et le premier vraiment gros succès de HBO, qui sera un succès déjà d'audience, mais deux surtout un succès critique. C'est une série qui s'appelle Oz. Donc Oz, c'est quoi? C'est une série sur le monde carcéral et qui notamment est très violente, très graphiquement violente. Et comment ça va se passer? C'est qu'en fait, Chris Albrecht avait fait c'est lui d'ailleurs chez HBO qu'ils avaient commencé, tu sais, les documentaires scénarisés. Tu sais, t'as beaucoup de trucs comme ça sur NT1, TMC, tu sais, les Oui, trucs de la oui. TNT, tu vois, avec des flics et tout, et avec une petite voix, etc. Et en fait, on scénarisait des trucs, etc. Et ben, en fait, lui, il faisait des documentaires scénarisés sur le monde carcéral, et il voit que ça cartonne à chaque fois. Il se dit, Banco, faut que je fasse une série sur l'univers carcéral. Et pareil, bon an, mal an, en fait, vraiment un truc de hasard, hein, par des contacts et tout, il rencontre Tom Fontana, qui est Tom Fontana. C'est le showrunner de Oz, qui était un type qui naviguait dans le monde de la télévision et qui avait ce projet-là. Mais en fait, personne voulait acheter le projet parce que justement, il était trop violent, trop de sexe dedans, trop graphique. Et donc, il va chez Chris Albrecht qui dit que je suis intéressé. Bon, lui, il croit qu'il va se faire dégager comme ailleurs. Mais c'est là le génie de Chris Albrecht. Chris Albrecht, en fait, il trouve ça marrant. Il se dit, Banco, on le fait. Et donc, il lance le truc, quoi. Voilà. Ouais, ah oui, c'est ça, c'est à ce moment-là, que sort, Oz en 97, qui se passe dans le milieu carcéral de haute sécurité, unité, créée par, Tim McManus, MCT. Alors là, on change de dimension, hein, terminé Charlie Ingalls, terminé, La croisière s'amuse. On est au cœur de la violence la plus, crue. Alors moi, je me rappelle, j'ai vu, choqué. Choqué, mais alors, par contre, il y avait une sorte de réalité, une sorte, on montrait des choses qu'on voulait pas montrer et ça, c'était intéressant. Les histoires étaient intéressantes, les personnages étaient intéressants. D'ailleurs, ça les a fait exploser eux-mêmes. Ils ont pu, voilà, faire des films, faire des séries, mais c'est vraiment la violence. Il y a pas un épisode, je crois, où ça tape pas dans le derche, où, il y a pas un mec qui se fait tuer. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, alors, on peut ne pas aimer, hein, je suis d'accord, parce que c'est vraiment violent, hein, c'est vraiment violent. Mais vraiment, j'invite d'essayer au moins. Parce que moi, j'ai adoré. Je l'ai vu il y a pas, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que c'est très violent. C'est une Ah. violence. Ce serait limite impossible. Je crois même aujourd'hui, ce serait impossible de le faire, quoi. Oui, non, mais complètement. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, ça passait sur M6. Et le truc très choquant, c'est que c'est la première fois que tu voyais une série télé interdite aux moins de 16 ou aux moins de 18, je crois. Et en fait, c'était un truc qui n'existait pas à l'époque. Et donc, du coup, tu savais que ça allait être une dinguerie que tu allais regarder, quoi. En fait, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est des mecs un peu marrants, un peu dingos, etc., qui se sont retrouvés avec une énorme masse de pognon. Bon, là, pareil, très rapidement, pourquoi une énorme masse de pognon? Parce que comme HBO est une chaîne privée, évidemment, les abonnements, l'argent rentre, quoi. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec une énorme masse de pognon et c'est des mecs un peu drôles qui veulent faire des trucs différents. Et par exemple, à un moment donné, pour parler un petit peu de l'ambiance du truc, t'as Tom Fontana qui parle à un de ses potes, il dit, c'est quoi un truc qui a jamais été fait dans les séries télé? Un truc qui a vraiment jamais été fait.
Et donc, il lui dit, alors on va pas trop spoiler, il dit, ben, tu sais quoi, un truc qui a jamais été fait, c'est tu prends ton personnage principal, il meurt au bout du premier épisode. Il dit, ben, c'est marrant, on va le faire, tu vois. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, Oz. C'est pareil, bon, le tatouage de croix gammée, comme tu dis, se tape dans le derche, etc. Il y a un viol dès le premier épisode, je crois, Ouais, ouais. homme sur homme, tu vois, un truc qui est assez connu derrière dans la pop culture d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est une série à la fois ultra violente, mais en fait, d'un certain point de vue, c'est une série aussi très très drôle, quoi. Bon, là, je laisse les téléspectateurs aller voir. Mais oui, c'est assez, bon, c'est de l'humour très noir, hein, tu t'en rends compte, mais c'est une série qui peut être assez très drôle d'un certain point de vue, quoi. Oui, les acteurs, hein, super. Hein, il y a des Bessi hein, dedans, Bisher, Alvarez, Tobias. C'est vraiment, c'est excellent. Ouais. Hein, franchement, allez voir. Hein, allez y faire un tour. J'ai regardé, j'ai regardé plusieurs fois cette série. Et en la re-regardant, je suis tombé sur un truc intéressant. Dans l'épisode Capital P, alors c'est le quatrième épisode de la saison 1 du 28 juillet 97 sur HBO, où c'est l'acteur Eric Roberts, qui est le frère de Julia Roberts. Et en fait, il mentionne le Bohemians Club dans cet épisode. Et c'est en 97, c'est intéressant parce que c'est avant que Alec Jones va filmer justement sur les lieux. Alors ceux qui sont intéressés par ça, c'est dans le quatrième épisode de la saison 1, vous allez voir que Eric Robert parle de à Mukada, qui était le prêtre. Il va se faire buter, donc avant de mourir, il lui explique qu'il aurait bien voulu participer à cette fameuse soirée Bohemians Club, Bohemians Groove. Donc voilà pour la petite anecdote, c'est sympa. Tu Ouais. l'avais noté ça ou pas? Non, non, pas du tout. Ça m'était totalement Ah, tu sorti de regardes, l'esprit. tu vas voir, franchement, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné. Donc, avant Alec Jones, il y a Oz. Voilà. Avant Alec Jones, ça a été dit sur Oz pour vous dire que cette série était incroyable. Voilà. Parce qu'il y a Oz, donc il y a Oz, très bien. Puis vient Soprano en 99 de David Chase. Soprano incroyable. Et David Chase qui va être un élément clé pour les futurs showrunners. Voilà. D'ailleurs, juste avant de répondre à la question, parce que les gens ne savent pas, c'est quoi un showrunner? Alors un showrunner, ben je dirais que c'est quasiment arrivé avec Tom Fontana. Alors Tom Fontana déjà, qui est le créateur de Oz, faut savoir que c'est un mec très cultivé, qui était très inspiré du nouvel Hollywood, dont on va peut-être parler plus tard, et d'un réalisateur qui s'appelle Sidney Lumet. Donc Sidney Lumet qui a fait plusieurs films connus, notamment le quasiment plus connu, je crois que c'est Une journée de chien en français. C'est un film avec Al Pacino où en fait il veut braquer une banque. Bon, c'est un film assez connu où je laisse les gens les voir. Donc Tom Fontana, c'est un mec assez cultivé. Et donc du coup ils inventent cette figure du showrunner qui est en fait sur le modèle de la théorie de l'auteur français. C'est-à-dire que en France il y a eu la nouvelle vague, donc qui a été le nouveau cinéma qui est arrivé après tout ce qui est, alors j'ai oublié le nom du réalisateur, mais notamment celui qui avait fait Le Samouraï avec Alain Delon, etc. J'ai plus de nom en tête, mais en gros t'as toute une vague de nouveaux réalisateurs qui est arrivée, qui étaient des étudiants au cinéma, avec Godard, Truffaut notamment dedans. Il y a des vidéos de Soral qui en parlent très très bien. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube et qui fait un petit peu cette historique là. Et donc du coup notamment Truffaut et Godard ont cette idée, ils se disent comme un peintre est le seul créateur de sa peinture, comme un écrivain est le seul créateur de son livre, ben on va considérer en fait que le réalisateur c'est le seul auteur de son film. Voilà. Et donc du coup ils disent, en fait c'est ça ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Tu vois, Oui. t'as un auteur dans le film et en gros tout le monde lui obéit. Bon, je pense qu'en réalité c'est assez faux parce que il y a tellement de monde sur un film et là, comment dire, l'industrie du cinéma est une industrie comme son nom l'indique. Donc en fait, il te faut aussi un génie à la photographie, il te faut aussi un génie au montage, etc. Mais en gros, ils ont ce truc en tête. Et donc du coup, un peu sur ce modèle-là, Tom Fontana, il invente la figure du showrunner. Donc le showrunner, c'est quoi? C'est la personne qui sur une série a le pouvoir total, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur l'écriture. Parce que là, ça paraît la différence entre notamment les séries et le cinéma, c'est que le cinéma c'est très orienté sur les réalisateurs et les séries télé c'est très orienté sur le scénariste.
Donc du coup, le scénariste est le showrunner, c'est l'auteur de la série et c'est quasiment le seul mec crédité sur la série. Voilà. Oui. Oui, oui, donc, alors, comme on revient à la question, alors, David Chase, c'est qui? Soprano, succès incroyable. Alors Les Sopranos, c'est vraiment la série HBO par essence. Voilà, c'est vraiment le si tu faisais une gaussienne entre guillemets avec HBO, on dirait que le haut de la gaussienne c'est Les Sopranos. Donc c'est vraiment ce qui va parachever totalement la formule HBO dont je parle. C'est un mélange de violence très graphique, de sexe, de nudité et surtout de personnages très complexes, donc moralement ambigus, etc. Et donc du coup Les Sopranos et le parachèvement de tout ça. Donc pour dire ce qu'est Les Sopranos, c'est une série qui tourne autour de Tony Soprano, donc qui est un mafieux qui gère en gros entre ses problèmes de famille et ses problèmes de business, bien évidemment avec la mafia. C'est une série, je crois, qui fait 5 ou 6 saisons. Et donc ça a été le gros succès d'HBO à ce moment-là. Et très rapidement, qui est David Chase? David Chase, c'est un Italo-américain donc d'origine catholique qui a navigué pareil dans le milieu de la télévision, un peu comme Tom Fontana, en train d'essayer de proposer ses propres projets mais qui n'y arrivait pas. Et justement, c'est la rencontre avec Chris Albrecht. Et là, il s'est passé un peu la même chose avec Tom Fontana. Ton truc qui est génial, on le fait, et puis c'est tout. Voilà. Et donc c'est comme ça que Les Sopranos sont arrivés que la série Les Sopranos sont arrivés à HBO. Ouais, super série aussi, vraiment super série, hein. Si vous n'avez pas vu Les Sopranos, allez-y, allez-y. Alors c'est vrai qu'on passe du bon père de famille, on a un côté les gentils et les méchants, au réalisme et à la complexité du personnage. Qui est une bonne chose en fait, hein, on se rapproche de la réalité. Reste à savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce réalisme, et c'est ça ma question. Euh, Vers quoi tend ce réalisme chez HBO? C'est quoi la fonction? Ben déjà, un truc à noter, j'avais dit que HBO c'était un peu le Canal, enfin Canal+ est inspiré d'HBO. Le public d'HBO, faut savoir que c'est des gens plutôt cultivés. C'est en gros les couches moyennes hautes, bourgeoisie des grandes villes type New York, Los Angeles. Voilà. Donc initialement, c'est quand même une série enfin des séries qui sont très pour ces gens-là. Et donc du coup, on va avoir ce personnage de notamment Tony Soprano sur lequel va être modelé l'ensemble de tous les personnages de séries télé, hein, mais là je parle de Walter White de Breaking Bad, du personnage de Tom Shelby de Peaky Blinders, même Viking, etc. Tous ces personnages-là sont copiés sur les Sopranos. Et d'ailleurs, souvent, je fais la liste dans le livre, souvent les showrunners en fait ont été formés par David Chase. Donc David Chase, c'est Oui. vraiment le père de la série moderne, quoi. Et donc du coup, on va tomber sur ce personnage Tony Soprano avec des caractéristiques qui vont se retrouver. Donc milieu du gangstérisme, on remarque que tous ces personnages sont souvent dans des milieux de criminalité, dans la consommation sexuelle, alimentaire, etc. à outrance. Donc du coup très bon avec ses enfants et sa famille, mais vraiment une bête terrible dans le travail. Et toutes ces caractéristiques-là, en fait, alors je fais pareil les médiations dans le livre, mais en fait tu remarques que c'est une manière alors là pareil je vais aller très très vite, mais je fais les médiations dans le livre. C'est une manière de déculpabilisation de la bourgeoisie montante. Voilà. C'est-à-dire que la bourgeoisie montante, à un moment donné, va regarder une œuvre d'art, il veut regarder une œuvre d'art qui lui ressemble, qui va la refléter et l'influencer. Et en fait, en voyant ce personnage de Tony Soprano, en fait, dans leur inconscient, ça veut dire non, mais en fait, faut être comme lui, c'est-à-dire que plus de pitié, faut être dans la rapine totale. Donc, pour être très concret par rapport aux traders, ça va considérer à dire aux traders fais de la spéculation sur les produits de première nécessité. De toute façon, tu t'en fiches. De toute façon, le but c'est de prendre le plus d'argent possible. Il y a que toi qui compte, ta famille. C'est le côté tribal dont je parle aussi dans le livre. Il y a que toi et ta famille qui comptent. Et puis les autres, c'est une compétition, la compétition libérale. Et puis justement, plus tu veux tirer d'argent, et mieux c'est, quoi. Et donc du coup, on va se rendre compte que la série télé moderne a cette fonction principale de déculpabilisation de la bourgeoisie montante et de la bourgeoisie libertaire montante. Oui, avec cette fascination pour la délinquance. Alors, je pense qu'il va falloir expliquer chez HBO, parce qu'on est en présence de showrunners, mais des showrunners qui ont été influencés par le nouvel Hollywood. Ça, c'est intéressant. C'est un peu les enfants qu'on a oubliés et qui reviennent comme ça. Mais c'est quoi
le nouvel Hollywood? Ben, le nouvel Hollywood, c'est la version cinématographique de la contre-culture américaine. La contre-culture américaine, c'est quoi? C'est le mai 68 américain qui a eu lieu avant mai 68, parce qu'on est post-années 50. Cette contre-culture américaine, il va y avoir des influences principales dans le cinéma avec le nouvel Hollywood, dans la musique avec les Beatles et plus tard, je sais pas, les Jimi Hendrix, etc. Et un peu le point d'or qui est Woodstock. Hein. Et dans le vêtement. Ça va être principalement les trois domaines culturels qui vont être influencés. Et donc, du coup, on a ce nouvel Hollywood dont on peut dire un des marqueurs est le film Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, qui ouais. est sorti vers 68-69 dans mes souvenirs. Et donc, du coup, qui a été un film qui a été, vous savez, interdit aux moins de 18 ans, etc., pour son ultra-violence, parce que c'était la première fois qu'à l'écran, on voyait autant de sang, qu'on voyait justement des héros ambigus, parce que Bonnie and Clyde, c'est un couple, en fait, qui vont faire des braquages dans des banques et puis qui tuent des policiers, etc., et qui sont portés justement en héros, quoi. Et Oui, c'est marrant parce qu'on retrouve ça après avec Oz. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est c'est pour ça ça. qu'on comprend mieux d'où vient Oz, quoi. Parce que ce sont. Ok. Vas-y, excuse-moi Ouais. de tout. Oui, non, mais pas de souci. Et donc du coup, tu vas avoir plusieurs films comme ça, notamment Macadam Cowboy, donc Bonnie and Clyde, des films de Sam Peckinpah, donc qui est un réalisateur un peu destroy, on va dire, qui a fait un film qui s'appelle La Horde sauvage. Et en fait, Ouais, Easy justement, tout, Rider, Taxi Driver, La Horde. c'est ça, Ouais, exactement. oui, c'est Et vrai qu'il y donc, a eu. comme tu dis, en fait, il y a eu l'ensemble des thèmes de HBO. On les trouve déjà dans le Nouvel Hollywood. Donc, d'ailleurs, à un moment donné, en ce moment d'ailleurs, je regarde un documentaire sur Scorsese. Il y en a un qui vient de sortir sur Apple TV. Et en fait, ils ont ressorti je crois, du Time du Nouvel Hollywood où justement il y avait marqué dessus le Nouvel Hollywood, sexe, violence et ambiguïté morale, un truc comme ça. Donc, pour te dire que vraiment cette formule HBO, les racines sont dans le Nouvel Hollywood. Et donc, quand le Nouvel Hollywood a lieu, donc là, on est dans c'est grosso modo la décennie 70. En fait, tous les showrunners dont on parle, ils sont étudiants. Et en fait, ils sont étudiants et en fait, ils ont du temps et en fait, ils vont voir au cinéma le Nouvel Hollywood. Ils sont fascinés par ce truc-là. Voilà. Et là, du coup, tu as tous ces types-là qui ont vu le Nouvel Hollywood, qui veulent faire l'équivalent du Nouvel Hollywood, qui se retrouvent dans le milieu de la télé, qui sont frustrés parce que ça n'intéresse plus personne. Et donc, tu as les David Chase, les Tom Fontana, t'as une autre personne qui a fait Six Feet Under, pareil, ils sont bloqués qui s'appelle Alan Bode, qui sont bloqués dans l'univers de la télé à proposer des scripts à tout le monde, ils trouvent personne. Et là, tu sais, c'est l'oasis au milieu du désert. Boum, Chris Albrecht arrive. Et lui, tu sais, il veut tout financer. Il dit, ouais, t'inquiète, ce truc, c'est super, on le fait. Ce truc, c'est super, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, du coup, on a vraiment une paternité du nouvel Hollywood sur le HBO, quoi, tout simplement. C'est les enfants perdus qui retrouvent en Chris Albrecht. C'est Jésus, quoi. C'est ça, Jésus, exactement, ouais. Le Messie qui va leur permettre de faire leur série. Alors, c'est vrai que moi je savais pas, mais c'est vrai que le Vatican, par exemple, il avait une certaine puissance quand même à Hollywood. Il pouvait faire en sorte que ça s'arrête, quoi, ou en tout cas censurer. C'est ça, hein? Ouais. Alors, en fait, je pense que tu parles du code Hayes, c'est ça? Ouais. En fait, le code Hayes, c'est beaucoup plus tôt. C'est dans les années 30. En fait, c'est ce qui va, en fait, c'est la fin du code Hayes qui va donner comment dire, l'appel d'air pour le nouvel Hollywood. Alors, qu'est-ce que le code Hayes? En fait, le cinéma, donc du coup, grosso modo, l'industrie cinématographique, elle le prend entre 1900 grosso modo et 1930. Il y a une explosion totale. C'est la naissance des Paramount, des 20th Century Fox, des grandes majors qu'on connaît maintenant, qui sont souvent, voire quasi la majorité du temps, fondées par des juifs de l'Europe de l'Est, voilà, Mhm. souvent des types de Hongrie, de Russie, etc. Par exemple, la Paramount, alors elle n'a pas été fondée, mais elle a été rachetée, elle a été portée par un dénommé Adolf Zukor, donc il y a un juif hongrois qui au début a fait du commerce de fourrure, était fourreur, et puis à un moment donné, il se met dans le cinéma. Alors lui, pareil, il fait exploser la Paramount. Et en 1930, dans les années 30, le patron d'entreprise le mieux payé du monde est Louis B. Mayer, qui est le patron de la MGM. Et sur les 25 patrons suivants, t'en as 19 qui sont des patrons de majors qui viennent du cinéma, quoi. Donc vraiment, le cinéma génère énormément d'argent. Mais évidemment, avec ce succès, notamment communautaire juif, hein, qui est très présent, arrivent les critiques. Et notamment, tu commences à voir, alors à la base, c'est plutôt une offensive protestante d'ailleurs. C'est à un moment donné, en fait, au début, le cinéma, ils savent pas trop ce que c'est. C'est un peu un truc d'arcade, etc.
puis le temps avance, puis ces juifs d'Europe de l'Est justement commencent à en faire un art et un art de masse et derrière évidemment un outil de propagande. Et donc du coup, plus le temps avance, puis comme les protestants commencent à voir la force de ce truc-là. Et notamment, tu as un écrivain, Scott Fitzgerald, qui commence à faire des attaques. Je crois qu'il dit Hollywood, quelque chose comme des vacances pour les juifs, un cauchemar pour les goïms, tu vois. T'as Henry Ford, pareil, qui commence à balancer des punchlines où il dit grosso modo c'est un business juif amoral. Et donc du coup commence à se créer une espèce de coalition comme ça. Alors ça a un double effet, c'est-à-dire que à la fois t'as les protestants qui commencent à critiquer ce business communautaire juif entre guillemets, voilà, et eux, les juifs évidemment, ils se sentent de plus en plus attaqués, ils sont de plus en plus en offensive contre eux, donc ça les met sur la défensive et donc justement ils embauchent que des juifs parce qu'ils se disent bon, si on embauche des protestants, on risque d'avoir des problèmes. Donc ça c'est un peu cet effet pervers. Et justement là t'en parlais. À l'époque, le lobby catholique en fait est assez puissant aux États-Unis, notamment parce que je crois que tu as un cinquième de la population à l'époque qui est catholique. Je pense qu'à l'époque, alors là on parle des années 1920-1930, je pense qu'il y aura à peu près 90 millions de personnes aux États-Unis et les catholiques représentent à peu près 20 millions de personnes. Et donc du coup, en réalité, les protestants se servent un petit peu des catholiques pour réguler un petit peu ce business juif. Et donc du coup, comment ils l'attaquent? Ils l'attaquent notamment parce que il y a plusieurs faits divers qui sont réels, où il y a des morts suite à. Alors il y a un film qui montre assez bien cette période-là, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Babylone. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, j'ai pas vu, non, non, non. C'est un film qui a deux ans, je pense, qui a été fait par un réalisateur qui est un peu intéressant parce qu'il est moitié français, moitié américain. Il a fait notamment des films comme La La Land, Whiplash. Voilà, j'ai plus son nom en tête, mais je pense que les gens le retrouvent facilement. Et donc Babylone, ce film qui est basé sur un livre qui s'appelle Hollywood Babylone, montre bien l'ambiance de ces années-là. Et c'est vrai que c'était une déchéance totale, c'est-à-dire la coque tournait. Évidemment, les soirées, t'avais des soirées qui duraient 3 jours, avec évidemment coucheries multiples, alcool, drogue, etc. Et il y a eu plusieurs faits divers où en fait il y a eu des morts dans ces soirées-là, notamment des actrices connues qui étaient mortes et tout. Et puis en plus derrière, notamment t'avais un acteur qui avait été accusé de la mort d'une actrice, qui a eu, je crois, 3 procès de suite et puis rien du tout, voilà. Et il lui est rien arrivé. Et donc du coup, vu cette ambiance-là, vu la guerre communautaire, vu le lobby catholique qui commençait à s'énerver, eh ben arrive le code Hayes, qui est quoi? C'est un code donc de moralité qui est mis en place et qui consiste à dire aux producteurs maintenant, on arrête de déconner. Vous n'avez plus le droit de faire cette liste de choses que je cite dans le livre, dans vos films. Et notamment dedans, tu vas avoir blasphème, tu vas avoir scène de sexe, tu vas avoir. Alors c'est assez drôle. Ils n'avaient pas le droit de montrer des couples mixtes, le Oui, ratio, tu vois, oui. genre de choses, voilà. Et en fait, cette commission, il l'a confiée à des catholiques. Donc c'est assez marrant, quoi. Et donc du coup, ça s'est filé à des prêtres et tout. Et donc du coup, c'est eux qui sont chargés de faire les revues des films. Et notamment, ben, pour ceux que ça intéresse, il y a une scène comme ça dans un film de Scorsese qui s'appelle Aviator. Donc Aviator, c'est quoi? C'est un biopic de Howard Hughes qui est le pionnier de l'aviation civile américaine et qui a été aussi producteur de films, notamment un film assez connu qui s'appelle Hells Angel. Et donc à un moment donné, t'as une scène dedans où en fait il est justement devant la commission Hayes, où à un moment donné il l'accuse de mettre des décolletés trop plongeants aux femmes. Et donc en fait à un moment donné il essaie de leur démontrer mais non ça passe, etc. Voilà. Et donc du coup cette commission Hayes est donnée donc c'est des catholiques qui s'en occupent, mais le Hayes en question, qui est en gros le patron de l'organisme du cinéma américain qui s'appelle la MPAA, ou bon, enfin ça a changé de nom entre temps. Lui par contre est protestant, voilà, et donc ça s'appelle le code Hayes. Et pour reboucler, ce code Hayes continue pendant jusqu'à la fin justement des années 60. Et alors là, pareil, je fais le portrait du personnage qui s'appelle Uwe Wasserman, qui est un des pionniers d'Hollywood, qui a mis fin à ce code Hayes, pareil par un jeu politique que j'explique dans le livre. Il met fin à ce code Hayes, donc le code de moralité s'arrête. Et comment il le fait? Tu sais, c'est avec le système délimitation d'âge là, moins de Oui. 18, moins de 16, etc. Et en fait, du coup, ça met fin de fait au code Hayes, et donc du coup, ça donne une bouffée d'oxygène terrible à tous les réalisateurs, etc. Et notamment au Nouvel Hollywood. Voilà, alors du coup, bah, le nouvel Hollywood arrive, ce qui va booster nos showrunners. Alors, mais pourquoi il s'arrête? Pourquoi le nouvel Hollywood s'arrête à ce moment-là? Il n'y a plus de Mais raison.
d'interdiction, il y a plus de raison de Vatican, il y a plus toutes ces raisons. Alors pourquoi il s'arrête? Bah, c'est en fait t'as souvent ce mouvement dans le cinéma américain qui est en fait t'as le cinéma indépendant, donc là en l'occurrence le nouvel Hollywood, qui crée des nouvelles choses, et puis après d'un coup t'as l'industrie qui arrive, qui prend les bonnes choses et qui le massifie évidemment pour faire plus d'argent. Et donc du coup qu'est-ce qui va tuer le cinéma, le comment dire, le nouvel Hollywood? De façon assez drôle, c'est des gens qui ont été formés par le nouvel Hollywood, notamment Spielberg, qui va inventer le blockbuster. Donc avec le blockbuster, le premier blockbuster moderne qui s'appelle Les Dents de la Mer. Les Voilà. Dents de la Et Mer. donc du coup, voilà. Et donc du coup, c'est Spielberg qui va tuer un petit peu ça. Ils vont commencer à sortir les films à gros budget, les films à spectacle, qui justement l'intérêt c'est quoi? C'est que le nouvel Hollywood, en fait, tu peux pas montrer ça aux enfants, tu vois. Et donc du coup, en fait, tu te coupes d'une partie du public. Et donc du coup, ils vont inventer le blockbuster qui va être vu par toute la famille, que tu vas pouvoir vendre derrière en physique et mettre dans les supermarchés, parce que c'est aussi ça le jeu. C'est-à-dire que quand un patron de studio réfléchit, il va se dire ok, moi je vais vendre des tickets sur ce film-là, mais il faut aussi derrière que je vende du physique, des cassettes, plus tard des DVD et ainsi de suite. Il dit mais moi les supermarchés, j'ai envie qu'ils me les montrent mes cassettes, mais les supermarchés ils vont pas te montrer des choses avec de la nudité et du sexe dedans. Donc en fait, tu as une espèce comme ça de d'aseptisation de tous les thèmes du nouvel Hollywood qui plus tard seront chez HBO, et donc du coup qui sera le blockbuster américain qu'on va connaître dans les années 80-90 justement jusqu'à HBO. Voilà, et c'est comme ça. Les Dents de la Mer a bouffé le nouvel Hollywood. Et les showrunners reviennent, hein, comme on l'a dit en début d'émission. Est-ce qu'il y a, il y a derrière les showrunners un groupe de pression? Est-ce qu'ils sont libres de leur création? Comment ça se passe? Ou ils font un peu comme ils veulent, ils bricolent parce que c'est le début? Comment ça se passe? Parce qu'on Ben, verra après, on parlera de Netflix, c'est peut-être ouais. autre chose. Ben, chez HBO, en fait, il y a plusieurs périodes. Alors HBO, justement, on va parler de Netflix. Netflix, on est vraiment dans la multinationale, Silicon Valley, Ouais. etc. Et HBO, on est vraiment dans l'ambiance PME, où c'est, tu sais, je sais pas si t'as déjà bossé dans une PME, mais en fait, quand t'es pote avec le patron, il te dit oui, ton truc est fait, tu vois. HBO, c'est ça en fait. C'est t'es pote avec Chris Albrecht. Ben, je vais te donner une anecdote assez marrante. T'as une autre série très connue de cette période-là qui s'appelle The Wire, et donc sur écoute en français. Et t'avais David Simon, donc le mec qui l'a créé, qui doit rencontrer Chris Albrecht. Je crois que c'est vers la saison 3, parce que Chris Albrecht va arrêter la série. Il dit elle est super, elle est géniale, tout ça, pas de problème, il n'y a pas d'audience. Et donc du coup le David Simon y va, et c'est un peu la réunion de la dernière chance. Il lui présente un peu ses arguments, etc. Et genre Chris Albrecht au bout d'une heure, il dit bah, tu sais quoi, ben on va la continuer ta série. Et voilà, tu vois, genre sur un coup de tête, le mec refinance 2 saisons de suite, quoi. Et c'est un peu ça l'ambiance d'HBO à l'époque. Et donc voilà, il y a eu donc du coup HBO est très influencé par la personnalité de la personne qui donne la green light, donc qui donne le feu vert, donc en l'occurrence Chris Albrecht, un peu un aventurier, un peu un artiste, etc. Et puis à un moment donné va se passer un événement en 2007. Chris Albrecht va partir d'HBO, notamment parce que il a eu plusieurs affaires où il a frappé des femmes, il a violenté des femmes. Violence. Il y en avait une qui, ouais, voilà, il y en a une qui avait été étouffée dans les années 80, à la fin des années 80, mais il y en a une deuxième qui arrive en 2007 à l'occasion, en plus d'une fête d'HBO, parce que c'était un combat au MGM Grand à Las Vegas qui est entre Mayweather et Oscar de la Hoya. Et c'est une fête totale pour HBO. Et en fait, il pète un plomb dans l'hôtel et en fait, il frappe sa femme devant tout le monde, tu vois. Et donc au début, HBO essaie d'étouffer le truc, mais à un moment donné, avec les journalistes, etc., ça sort. Et à un moment donné, le patron d'HBO il dit, je suis désolé, je peux pas faire autrement que te débarquer. Donc s'ensuit une période un peu compliquée. Et là derrière, c'est un autre profil qui arrive et qui prend la place de Chris Albrecht à la Greenlight. Et c'est un type qui s'appelle Richard Pepler. Et là encore une fois, c'est vraiment la personnalité. On a chez HBO, c'est vraiment de la PMU, c'est la personnalité du type qui va orienter les créations d'HBO. Et donc on va passer d'un type qui a un profil artiste à un type qui a un profil réseauteur dans la politique, démocrate, etc. Et donc c'est à Richard Pepler qu'on va donner donner crédit à la production de séries comme Game of Thrones, True Blood, True Detective saison 1, Westworld, voilà, qui sont encore des très très bonnes séries. Mais là, le Richard Pepler, il a même pas de goût pour les séries. En fait, il fait confiance au showrunner. Il dit Oui. ah, ok, lui il a l'air bon, voilà, tu vois.
Oui, oui. C'est vrai sous Christian Brecht, alors ça, c'est intéressant parce que on regarde la série, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est la psychologie qu'on donne à l'anti-héros, j'ai envie de dire, à l'anti-héros. Et tu nous parles de Nietzsche, hein. Mais Ah. vraiment, hein, ce book, c'est vraiment intéressant. Franchement, si vous aimez les séries, achetez ce livre, vous allez vous régaler. Moi, je l'ai lu 2 fois. Je me suis régalé, je retourne dessus, je regarde, c'est super intéressant. Je m'amuse, vraiment à comprendre les personnages et c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux avec ce livre. Achetez-le, vous allez vous éclater. Alors, en quoi, Nietzsche, influence, les séries? Si elle les Ben, influence. alors bon, dans ce livre, en fait, j'utilise une espèce de méthode marxiste, etc. Mais je vais passer les détails, qui consiste en fait à faire l'analyse d'un fait culturel. Et l'un des moyens d'analyser un fait culturel, donc quand j'ai dit un fait culturel, c'est un film, un livre, etc. C'est de revenir au mode de production et tout, et de savoir en fait dans quel mode de production ça a été créé. Donc pareil, j'en parle dans le livre. Et en fait, on comprend assez vite que le héros de série télé en fait est totalement basé sur le héros nietzschéen quelque part. C'est-à-dire que Nietzsche a inventé des concepts qu'on connaît, le surhomme, la volonté de puissance, etc. Ces concepts ont été analysés par des marxistes qui disent non mais en fait, et là c'est pareil, j'en parle dans le livre, par des marxistes, notamment un qui est considéré comme le plus grand marxiste après Marx, qui s'appelle Lukács. Il dit non mais en fait la Nietzsche, le truc qu'il est en train de nous vendre sans nous le dire en fait, c'est l'homme capitaliste moderne. Et donc Lukács explique ça, et donc je reprends son explication dans le livre. Et donc du coup c'est là où on comprend vraiment toute la philosophie de Nietzsche. En fait, on comprend que la philosophie de Nietzsche, c'est une philosophie qui est faite pour monter au pinacle l'homme capitaliste moderne, qui est fait pour descendre le prolétaire, le pauvre, etc. Et qui consiste à dire, et ça je le disais tout à l'heure, qui consiste à dire, toi, homme moderne, homme de la modernité, etc. En fait, il faut que tu suives toutes tes pulsions. Et si dans tes pulsions, à un moment donné, tu dois détruire les minables, tu dois détruire les prolétaires, les pauvres, etc., fais-le. Et on se rend compte qu'en fait, c'est exactement ça. Le héros de série de TV moderne est totalement modelé sur ce héros nietzschéen. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview de David Chase. Alors, je la conseille, elle est sur HBO, qui est assez récente, ça s'appelle The Wise Guy, je crois. De toute façon, elle doit de 2-3 ans, vous la trouverez assez facilement. Et en fait, il parle de tout ça. C'est drôle parce que David Chase, en fait, il explique que Les Sopranos, en fait, c'est une critique du capitalisme. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tout se reboucle, quoi. Voilà. Alors que le mec n'a pas de Oui, formation mais marxiste, hein. ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant. C'est que mais c'est vrai que, Nietzsche, en fait, Nietzsche, lui, il voit l'effondrement, des valeurs traditionnelles. Pour lui, Dieu est mort et il faut que l'homme, y arrive tout seul, individualisme, et du coup, bah, on arrive, vers ce surhomme, et on le voit dans Soprano, on le voit dans Dexter, avec, Walter White. Mais c'est vraiment intéressant. Et il y a toujours cette fuite en avant. Et il n'y a pas de parce que ce serait Lukács. Imaginons, c'est Lukács, qui ferait la série. Comment ça se passerait? Il y a Walter White, par exemple, lui, c'est un prof, il a pas de pognon, sa femme est enceinte, son fils est handicapé, il a un cancer, il est aux États-Unis, donc la sécurité sociale, c'est pas le truc de ouf, hein. Encore chez nous, on pourrait s'en sortir. C'est-à-dire qu'il est vraiment face à la machine, de la mondialisation, le capitalisme. Il est seul. On comprend limite. On comprend qu'il soit attiré par le côté nichien parce qu'il se dit bah moi faut que je m'en sorte. En tout cas, si je m'en sors pas, faut que je sauve ma famille. Donc là, je vais gratter un peu de chimie, je vais vendre un peu de machin et je vais mettre mes enfants à l'abri, quoi. Et c'est ça qui c'est vraiment intéressant, quoi. Mais euh, c'est qu'une succession de ça, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a cette succession de fuites en avant, parce qu'on le voit en vrai dans plusieurs épisodes, on sent qu'ils peuvent s'en sortir. Il y a des mains tendues qui prennent. Bon, on va pas tout raconter, mais voilà, il y a des mains tendues, il y a des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, quoi? Ben, alors limite Breaking Bad, je trouve que c'est presque plus révélateur que Les Sopranos, parce que Les Sopranos, en fait, tu commences avec un type qui est déjà un gangster, qui est déjà dans la mafia.
Oui. Dès le départ, tu sais qu'il a déjà eu un passif comme ça. Là, comme tu dis, Breaking Bad, c'est vraiment le prof de chimie de base qui justement a une vie en fait très lucasienne jusqu'au moment où la série commence. Parce que c'est un type en fait, là pareil, on va pas, ça on peut le dire, c'est pas du spoil. C'est un type, je crois qu'il y a eu un prix Nobel ou qui allait avoir un prix Nobel de chimie pour une découverte. Et en fait, il a une espèce de frustration première, c'est qu'en fait, au début, il a monté une boîte avec des amis, il s'est fait dégager de cette boîte, et cette boîte, entre-temps, remporte des millions, quoi. Devient une boîte qui réussit énormément, quoi. Et donc, du coup, l'espèce de frustration, en fait, en fin de série, on comprend que c'est vraiment ça qui l'a vraiment drivé depuis le départ. Et donc, t'as ce type-là qui vit une vie très lucasienne parce que, comme tu dis, il a 2 boulots, il a le poids du monde sur ses épaules, il assume tout ça, etc. Et limite, si tu m'avais dit tout à l'heure, Lucas, il l'avait fait, ben en fait, t'aurais suivi la vie de ce mec-là, qui essaie malgré tout de s'en sortir, ben un peu comme, en fait, ça aurait été Charlie Ingalls, quoi. Ça aurait été la petite maison dans la prairie. Et là, à un moment donné, t'as un type, parce qu'il a le potentiel, à un moment donné, qui se met à céder à ses pulsions. Bon, il a le coup de pouce, mais en fait, tu te rends compte que c'est qu'un déclencheur qui est l'apparition d'un cancer. Et donc, du coup, en fait, qui quelque part, dans la série, c'est montré en mode, en fait, c'est le vrai Walter White que vous voyez maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était un mec frustré, etc., qui se cachait. Et là, maintenant, c'est le vrai type, c'est le vrai Walter White. Il a le potentiel pour le faire, donc il le fait, tu vois. Et là, en fait, Walter White, lui, c'est le type, en fait, il a le potentiel, il est doué, il a son truc de chimie, etc. C'est pas comment dire, un clampin total. Et donc, du coup, lui, par contre, il s'est dit, bon, moi, je suis doué en chimie, je vais faire des choses bien, etc. C'est, je suis en doué en chimie, je vais en faire le mal avec, voilà. Et donc, du coup, on a ce personnage de Walter White qui cède totalement à ses pulsions et qui, à un moment donné, en fait, au fur et à mesure de la série, on s'en rend compte. Au début, il fait semblant de, je dois faire ça pour ma femme et mes enfants, parce qu'en fait, il veut leur apporter de l'argent. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, non, en fait, il aime ça, il est dedans, et en fait, c'est la vie qu'il avait envie de vivre depuis longtemps, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que pour le gars qui regarde, c'est vrai qu'il y a des moments de envie. Alors moi, par exemple, tu vois, j'ai une petite digression aussi. Ma femme, elle, ça fait des années qu'elle veut pas regarder ce que je regarde. Je lui dis, bah regarde. Et du coup, bah, elle a regardé la première série qu'elle a regardée avec moi, c'est Breaking Bad, tu vois. Bon, bah, elle a adoré. Elle a adoré. Un truc de pour te dire au point où elle a adoré, c'est que une semaine après, elle a trouvé des t-shirts de Breaking Bad qu'il a fallu porter pour regarder l'épisode. T'imagines pas? Donc, j'ai un peu flippé quand on a commencé à regarder Dexter. Je me suis dit, est-ce qu'elle va acheter du cellophane? Alors, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, Dexter ensemble, il y a ces interrogations. C'est vrai que quand on regarde La Petite Maison dans la Prairie, tu regardes, tu dis ouais, c'est bien, c'est génial. C'est vrai que c'est génial, mais il n'y a pas de débat à la fin. Tu dis que c'est génial, quoi. Que là, c'est l'histoire d'un tueur en série qui tue des tueurs en série. Et là, c'est le top. C'est-à-dire maintenant, on est là, on se regarde et on se dit c'est bien, c'est pas bien. Bah ouais, c'est bien parce qu'il tue quand même des tueurs en série et tout. Mais c'est vrai qu'en avançant, on se rend compte qu'il n'y a pas que les tueurs en série qui meurent. Il y a même, voilà, c'est le chaos, toujours le chaos. Mais c'est vrai que la main est tendue, mais elle est jamais prise, quoi. Elle est jamais prise, alors que c'est dommage parce qu'on pourrait imaginer que on tend la main, il prend la main et que ça change tout. On peut faire, voilà, une série où il est dans le bien et puis il y a quand même des rebondissements parce que je sais pas, Walter White, il se bat contre le système de santé, donc il a des avocats, les gens essayent de le tuer, enfin machin, il peut y avoir des rebondissements. Ça peut être intéressant, quoi. Mais on va jamais là-dedans, quoi. Faut toujours que ça reste dans le chaos, nichéen. L'important, c'est d'aller toujours plus loin, quoi. C'est ça qui. D'ailleurs, Voilà. par rapport à ce que tu dis, alors je suis désolé, j'ai plus exactement la référence de l'épisode, mais je l'avais noté. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu vois la série House of Cards, donc je crois que t'as 6 saisons, un truc comme ça. Et bon, la dernière, en fait, l'acteur, la Kevin Spacey, en fait, il s'était fait dégager, tu sais, pour des affaires de MeToo. Donc la 6e saison compte pas. Et en fait, vers la fin de la 5e saison, à un moment donné, il a un procès, bref. Et tu sais, t'as beaucoup de face cam dans House of Cards, et puis à un moment donné, t'as le personnage qui se lève, et puis à un moment donné, qui parle à la caméra et qui parle à l'écran. Et il dit exactement ce que tu dis.
il dit oui, j'ai fait des dingueries, oui, j'ai fait des trucs de dingue, mais arrêtez de mentir, vous avez adoré ça. Vous avez adoré quand je me lâchais, vous avez adoré quand je les détruisais tous, etc. Donc, genre, me faites pas la morale, tu vois. Et en Ouais, fait, il a ouais, quelque part, il a tout dit, c'est-à-dire qu'en fait, il dit bon ouais. d'accord, le mec, le type te tend pas la main, etc. Prends un truc moral, etc. Mais la vérité, c'est aussi ça un peu le but du livre, c'est de dire ok bon, les mecs qui font ça en production, mais la vérité, c'est que nous on a envie de voir ça, tu vois. Moi, tu mets la Ouais. petite maison dans la prairie maintenant, enfin une nouvelle, peut-être la Oui, nostalgie va oui. parler, mais ça va me faire chier, tu vois. Alors que tu mets les Sopranos, je suis dedans à fond, tu vois. Et c'est aussi ça Oui, la non. question, c'est pourquoi ça nous fait autant plaisir, quoi. Non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est vrai que même si on le voudrait, bah, on leur demande. Mais quelque part aussi, ça me dérangerait pas que ça se fasse, tu vois. Parce qu'il y a Mhm. quand même, on aimerait bien avoir un peu pas de morale, mais voilà, de choses qui existent vraiment. C'est pas toujours le chaos. Ce serait bien de temps en temps, parce que là, c'est quand même un peu tout le temps, quoi. Donc voilà, Ouais. et puis ça donnerait aussi, voilà, c'est les séries, ça, voilà, euh, c'est le temps que les gens passent devant. Ça a quand même des impacts, donc ça pourrait être intéressant, quoi, on va dire, C'est en ça. gros. Et on va passer à Netflix. Alors Netflix, comment Netflix fait son entrée en la matière? Alors Netflix, alors à la base ça a été fait par deux personnes qui viennent du monde de la création de logiciels. Donc tu as une personne qui était patron d'une entreprise de logiciels qui est le Reed Hastings, donc encore patron maintenant. Et puis il y a une deuxième personne qui était un de ses employés qui s'appelle Mark Randolph. Donc là on est vers 97 je crois et c'est l'arrivée du DVD. Et donc le Reed Hastings est en train de vendre son entreprise. Il a une super idée. Il se dit, il y a le DVD qui arrive. Donc pour ceux qui savent pas, les plus jeunes, avant il y avait la cassette. La cassette c'était un gros truc en plastique très très lourd. Et puis le DVD arrive et puis c'est un CD quoi, tout simplement. Et en fait, il peut envoyer ça par la poste. Et donc il se dit, ben Banco, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une société qui va louer des DVD par la poste, par correspondance. Et donc les deux se lancent dans ça. Et donc dès le départ, étant donné qu'ils ont quand même des formations, alors le Reed Hastings il a une formation technique en développement web et en intelligence artificielle, il se dit nous par rapport aux autres boîtes, ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser à la donnée. On va voir les données clients. Alors à la base, c'est principalement pour faire de la logistique, c'est-à-dire que évidemment la grosse problématique des loueurs de DVD à l'époque, c'est combien je prends de Matrix, combien je prends de Seigneur des Anneaux, etc. Il dit, ben nous, vu que ça va se passer par un site web, on aura les données et puis comme ça, on va optimiser notre spec par rapport à ça. Donc au début, il commence comme ça. T'as le Mark Randolph. Alors lui, il avait le côté beaucoup plus marketing, beaucoup plus relation client, le côté à la fois très bon en technique pure et le côté relation client. Le Mark Randolph, pour info, était l'arrière-petit-neveu de Sigmund Freud. Oui, Et donc, c'est de la famille de Édouard Bernays, hein, de fait. Bernays, ouais, ouais. Voilà. Ah, Et celle-là, elle est pas donc, mal, ça aussi. Elle est pas oui, mal. oui, ouais, il y a des Ah, ouais. congruences, comme dirait l'autre là. Et donc, du coup, le Mark Randolph part assez tôt, vers 2002-2003. Et donc, le Reed Hastings continue jusqu'à qu'on arrive à peu près en 2006-2007. Et lui, c'est l'un des pionniers donc du streaming. Donc, c'est lui qui commence à faire il est dans les premières sociétés qui commencent à vouloir faire de la VOD, du streaming, etc. Et c'est donc comme ça que ça arrive. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est que en fait, entre 2007 et 2013, t'as Netflix en fait qui se dit bon, nous, on a la technique, nous, on a le truc de streaming. Qu'est-ce qu'on va faire? On va racheter des licences aux autres boîtes, donc à HBO, à Disney, etc. Et on va diffuser pour eux, en fait. Et puis comme ça, derrière, on se prend de commission. Mais très vite, en fait, ils se rendent compte, et notamment l'un des premiers qui veulent plus leur vendre les licences, c'est HBO. Et Oui, ils se disent, ah purée, en fait, ils ont compris l'entourloupe, ils ont compris l'arnaque, ils vont créer leur propre service de streaming. Et donc du coup, HBO, alors pour la petite histoire, HBO dès 2007, 2006-2007 voulait racheter Netflix. Ça s'est pas fait, voilà. d'accord. Voilà, mais en fait, c'est une relation entre HBO et Netflix qui dure depuis ce moment-là. Et dès 2006-2007, ils veulent monter leur service de streaming qui a été projet assez chaotique, mais bon, ça, on passera. Et donc, du coup, Netflix comprend que non, les autres, ils vont pas vendre notre licence, donc il faut qu'on se mette dans la production originale. Et il faut qu'on s'y mette massivement. Et donc, c'est là où arrive, alors strictement, c'est pas la première, mais c'est la première marquante, on va dire, c'est House of Cards. Voilà. Donc, que les gens connaissent, qui sort donc en 2013. Et c'est donc comme ça qu'ils arrivent, un, au streaming et deux, à la production originale. Oui, c'est ça, c'est que Netflix,
eux, ils ont l'intelligence, les datas, les mathématiques, et HBO, ils ont les créations, mais ils n'ont pas les datas. Et c'est là qu'on voit que même si tu as la création, si tu as les datas et l'intelligence pour trouver les bonnes personnes pour créer des séries, ah bah tu t'en sors quoi. Ah Et ils s'en sortent super bien d'ailleurs, ouais. Netflix. Ouais. Ben, d'ailleurs, juste pour justement par rapport à HBO, pour te montrer à quel point on était vraiment dans un environnement d'artistes qui se foutaient totalement de ces trucs-là. En fait, HBO appartient à Time Warner, donc l'entreprise Time Warner. Et Time Warner, à un moment donné, se fait racheter par AOL, donc le fournisseur d'accès Internet. Et à un moment donné, donc t'as AOL qui arrive, et puis ils font des rendez-vous avec tout le monde, etc. Et puis à un moment donné, ils arrivent chez HBO, ils leur disent, est-ce qu'on peut voir vos données clients? Et eux, ils se regardent entre eux, c'était pendant une réunion, ils comprennent pas. Ils disent, ben, les données, les gens qui regardent votre truc, etc., vous avez, parce que ça, aux États-Unis, ils ont des données ethniques, etc., tu vois. Et en fait, c'était l'entreprise de câble, parce que c'est un prestataire, en fait, qui diffuse pour eux, qui avait ces données-là. Ils se sont jamais dit, on va prendre les données clients et puis on va voir ce qui plaît aux gens et on va leur montrer. Eux, ils étaient tellement dans un délire d'artiste que c'est, ah, ok, t'es showrunner, c'est politique de l'auteur, etc. Fais ce que tu veux, tu vois. Et après, les gens, ils aiment pas, on verra, quoi. Allez, et comparativement à ça, Netflix, bon, c'est totalement l'inverse. Et donc on a Netflix qui donc devient un mastodonte. Je crois que à l'époque, en 2006-2007, à Netflix, il devait être valorisé à peut-être 2 milliards ou un truc comme ça. Et actuellement, ils sont à 300 milliards, tu vois, en 20 ans, ce qui est un truc Incroyable, exceptionnel. Ouais, incroyable. oui, non, c'est un mastodonte. Et donc une action très haute et qui va avec, parce que souvent on dit oui, Netflix, ils ont une énorme dette, etc. Ben, l'énorme dette vient directement de la problématique dont je t'ai parlé. C'est-à-dire que comme Netflix se dit, bon, ils vont tous monter leur service de streaming et nous, on n'a pas de catalogue, faut qu'on produise à mort. Et donc, c'est pour ça que tu as de la série de Netflix, en veux-tu, en voilà, t'en découvres tous les jours, ils achètent tout ce qui est à droite, à gauche, voilà. T'avais même des vannes dans South Park qui étaient faits par rapport à ça, tellement c'était caricatural. Et donc, avec la quantité, c'est pas forcément la qualité qui vient, c'est ça aussi la problématique, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est super intéressant l'anecdote. Les mecs savent même pas, ils savent même pas qui c'est qui regarde leur série. C'est un truc de dingue, quoi. Mais ils en ont profité, c'est qu'ils ont pris de l'avance, Netflix, et du coup, bon, bah, voilà. Alors, Netflix, comme tu disais, c'est des centaines de milliards, mais il se passe un truc, c'est que Netflix, contrairement à HBO, il n'y a pas vraiment de liberté. Je dirais même que c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile parce que on découvre que non seulement il y a pas trop de liberté, mais on impose des choses avec les critères ESG. Alors ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais quand vous regardez des séries, vous regardez aussi les critères ESG. Alors c'est quoi ces critères ESG? C'est assez dingue, quoi. Ouais. Bah, pour comprendre les critères ESG, faut voir un peu comment ça fonctionne une entreprise comme Netflix. Donc Netflix, c'est une entreprise de la Silicon Valley, donc qui est en bourse. Et ces entreprises qui sont en bourse ont un conseil d'administration qui organise tous les ans le rendez-vous avec les actionnaires, qui consiste en fait à leur faire un rapport de voilà ce qu'on a fait cette année, voilà c'était bien, on a fait ça, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Voilà, on a gagné tel argent, donc investissez chez nous, quoi. C'est histoire de dire voilà, notre entreprise se porte bien, l'action va faire que monter, investissez chez nous, quoi. Et évidemment, comme c'est une grosse entreprise et tout, t'as des mastodontes qui veulent investir dedans, notamment des fonds d'investissement. Et dedans, t'as des trucs qui sont connus comme Vanguard, etc. Mais t'as aussi BlackRock. Et donc BlackRock, c'est un fonds d'investissement qui a été créé fin d'année 80 par des gens qui venaient d'un autre fonds, je crois, qui s'appelait Blackstone. Actuellement, je crois que c'est le fonds qui détient le plus d'actifs dans le monde, je crois 10 000 milliards. Et donc, vous avez deux types d'investisseurs lorsque vous avez une société par action. Vous êtes les mecs normaux comme toi et comme moi, donc tu vas t'acheter une action par-ci par-là, tu vas espérer que ça fasse entre 5 et 10% par an. Donc ça intéresse pas trop. Et puis tu as les fonds d'investissement comme BlackRock qui, eux, en fait, sont observés par tout le marché. Ils sont observés par tout le marché parce que quand ils vont bouger une oreille, quand ils vont investir quelque part, etc., les gens ils vont se dire, ah, les mecs ont des infos, les mecs savent que là-bas ça va monter, donc faut qu'on mette de l'argent, il faut qu'on achète des actions. Et BlackRock, je crois que grand max, ils détiennent genre 5, 6, 7% de Netflix. Hein, ça varie en fonction des années. Mais donc, du coup, ce que je viens de te dire fait qu'ils ont une influence considérable. Ouais. Et donc, ils mettent en place ces critères ESG. Donc, les critères ESG, c'est quoi? C'est une espèce de note qui va être posée aux entreprises
pour voir si elles respectent les trois principes de l'acronyme ESG. Donc E, c'est environnement, donc ça a trait à l'économie de CO2, etc. Le S, c'est social, je le dis volontairement en anglais parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose en français, mais qui est un critère assez vague. Et le dernier, c'est gouvernance. En fait, ça va plus avoir avec la transparence des entreprises. Voilà. Et donc on a ce truc qui est quand même très abstrait, on comprend pas très bien où est-ce qu'ils veulent en venir. Et donc du coup, bon, moi, comment je me rends compte de tout ça? En fait, je regarde les rapports de Netflix année après année depuis 2006, je crois. Donc jusqu'en 2017, il y a aucune mention de ces critères ESG. En 2017, parce qu'en fait, ce qui se passe dans les réunions d'actionnaires, c'est que les actionnaires ont le droit de poser des questions. Pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, et ainsi de suite, à le conseil d'administration de Netflix. Je sais pas pourquoi vous investissez pas dans les je sais pas, dans les centres commerciaux, j'ai une bêtise. Et après, le conseil d'administration répond et les gens votent. Et là, en 2017, tu as des gens qui disent pourquoi vous suivez pas les critères ESG? Les critères ESG, vous voyez, ça fonctionne bien, ça marche pour telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Et là, on a Netflix qui disent non, ça va nous gêner dans nos routines quotidiennes, on doit développer Netflix, etc. Voilà, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que tu sais, c'est le principe d'une entreprise quand tu vas vouloir lui mettre, lui dire dans les moi par exemple j'ai bossé dans le BTP, dès qu'on avait des trucs d'environnement, c'était chiant parce que en fait ça te casse ta routine quotidienne et ça casse ta productivité. Et eux répondent ça de manière très rationnelle. Et il se passe un événement en 2020 plutôt. Il se passe un événement en 2020 qui font que d'emblée, sans question posée aux actionnaires, Netflix va adopter ces critères ESG. Voilà. Donc je sais pas si tu veux que je continue ou si tu veux rebondir. Vas-y, tu peux continuer. Hein. C'est quoi Ouais. l'événement qui fait que ils vont se soumettre à ces critères? Eh ben, c'est le Covid-19. Voilà. Le Covid-19 arrive. Donc, à la fois, c'est un excellent moment économique pour Netflix parce que, évidemment, les gens sont bloqués chez eux. Évidemment, les gens ils consomment du Netflix à mort. Mais ça va être aussi un moyen, justement, de faire avancer certains agendas. Et donc, du coup, on voit directement que ces critères ESG sont adoptés par Netflix, sont question de l'actionnaire, donc avec les problématiques d'environnement, des problématiques de diversité. Et c'est assez incompréhensible, en fait, la façon dont c'est présenté dans les rapports. Et comment est-ce qu'on fait la lumière sur ces critères ESG? On comprend vraiment ce que ça veut dire. Il faut les mettre en lien avec un livre du patron de Davos, donc qui s'appelle Klaus Schwab, qui a coécrit un livre avec Thierry Malray qui s'appelle Covid-19, le grand reset. Et là, on a mention de ces critères ESG et en faisant donc en recoupant à la fois ce que Klaus Schwab dit de ces critères ESG et à la fois les nouveaux rappeurs ESG créés par Netflix. En fait, on comprend ce que sont les critères ESG pour Netflix. Voilà. Ouais, en Ouais, fait, c'est ça. C'est que à la fin, en gros, Netflix, c'est le Forum économique mondial, les fonds d'investissement et les fameux critères ESG qui modélisent les séries, quoi. Je veux dire, c'est c'est ça. l'impact que ça a, c'est incroyable. C'est complètement dingue, quoi. Ouais. Mais tous ceux qui regardent Netflix s'en rendent compte aussi, hein, quelque part. Oui, parce qu'ils sont allés vraiment trop loin pour le coup. Mais oui, c'était vraiment un délire total. Mais oui, c'est assez drôle. C'est ça qui est assez marrant aussi dans le livre, c'est qu'en fait, tu commences par de l'analyse de série. Après, bon, normalement, tu arrives au Forum économique mondial de Davos et tu dis, mais tu dis, c'est quoi ce délire? Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que tu vois toutes les courroies de transmission. Et donc, du coup, voilà, là, bon, je suis resté un peu vague sur les critères ESG. Mais en fait, tu te rends compte que les critères ESG, en fait, ça consiste, en fait, à compter le nombre de femmes, de minorités, de minorités, les noirs, les latinos et compagnie, etc., devant ou derrière la caméra dans les séries. C'est-à-dire que, bon, ça, tout le monde l'a vu, il t'impose un minimum d'homosexuels, de noirs, etc., de latinos, etc., dans les séries, mais aussi derrière la caméra. C'est-à-dire que derrière la caméra, il faut que les showrunners, ils essaient de faire en sorte qu'il y ait au moins la moitié de femmes, la diversité, et ainsi de suite. Et donc, évidemment, tout ça va modeler complètement le contenu des séries Netflix, quoi. Ouais, c'est ça. Alors là, ça devient mais vraiment n'importe quoi. On n'est plus du tout dans la méritocratie. On regarde pas si le gars est bon et pas bon. On regarde s'il est noir, s'il est petit, s'il est homo, s'il est... Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations assez... pour tous ceux qui ont regardé les séries, on s'en est rendu compte. Je te parlais tout à l'heure, c'est Sense8, Sense8. mais impossible à regarder, quoi. Je veux dire, Ouais. ça dégoûte. Ou même d'autres séries
où tu as un homo qui arrive, et là, c'est bon, je fais mon coming out. On sait pas pourquoi il est là, le mec. Mais moi, je dis ça, mais les homosexuels, les noirs, enfin, ils en ont marre, quoi. Il y a un moment où ça a chauffé, où le mec, il dit, c'est bon, moi, je suis là pour me détendre. Il regardait, c'est Arsène Lupin, ou dans la saison 2, il n'y a pas un épisode où le mec, il dit pas, ouais, c'est un raciste blanc, machin. Et c'est vrai que euh, c'est allé, tant mieux, quelque part, mais c'est allé beaucoup trop loin, quoi. Oui, oui, non, mais en plus, il n'y a pas que eux, c'est-à-dire que tu as aussi... parce que là, on parle de Netflix par rapport aux critères ESG et tout, mais Disney aussi, je me suis tapé les rapports Oui, aussi de Disney, eux aussi, ils ont les très grave, critères ouais. ESG, eux Mhm. aussi, ils ont, on va peut-être en parler plus tard, mais des associations communautaires qui remettent la pression, et ainsi de suite. Et ouais, depuis le Covid et même avant le Covid, le nombre de trucs de représentation qu'on se tape, et c'est surtout en plus le plus agaçant, c'est qu'en fait systématiquement ça arrive comme un cheveu sur la soupe et tu sens le côté cahier des charges. En fait, ça tord de la série parce qu'à la rigueur, tu me fais une série sur un homosexuel qui parle de ses problèmes d'homosexuel, etc. Pour moi, ça va peut-être pas m'intéresser, mais ça peut intéresser des gens quelque part. Mais là, c'est vraiment Oui, le côté. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, Stranger Things. Bon, je sais pas si t'as regardé. oui, oui. Euh, Tu vois, bon, Bah, Stranger je suis pas Things au allé au bout début. parce que mais oui, oui. Ouais. Ben, au début, tu regardes le truc, bon, c'est un peu un reminder, tu sais, des trucs des années 80, tu sais, Ouais, un peu comme l'Haïti, etc. Tu sais, les gamins en oui, vélo dans les banlieues américaines et tout. ouais, c'est pas C'est mal. sympa. C'est sympa à regarder. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte, c'est censé être des gamins, je précise, hein. Tu te rends compte Ouais, qu'il y a un des gamins qui commence à se poser des questions sur, est-ce que je préfère les filles ou les garçons? Et ouais, ça sort de nulle part, genre à la saison 2 ou à la saison 3, quoi. ouais. Et oui, ça a le don, pareil, hein, une autre série qui a beaucoup cartonné, moi dont j'avais bien aimé la première saison, c'est Casa del Papel. Donc la première saison, c'est une série de braquage tout court. Bon, série de braquage, t'attends pas forcément de l'idéologie, t'attends des rebondissements et tout. Saison 2, t'apprends qu'un des personnages populaires, en fait, il était bisexuel. Ben pareil, ça te ramène la totale. T'as plein de personnes, un personnage, un autre qui devient homosexuel, etc. Enfin bon, tu sais, c'est le gâteau au chocolat, quoi. T'en manges un petit peu, ça passe, et puis à un moment donné, ça devient écœurant, quoi. Donc, ouais. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on en parle, mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils vont avoir la même réaction, parce que moi aussi, à Casa des Papel, ça m'a fait la même chose. Mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de Disney, et là, c'est vraiment dangereux parce que là, c'est le public des enfants. Donc, les enfants, c'est des éponges. Donc, là, ça devient dangereux parce que ils les ont atteints. Mm. Donc, ces enfants vont grandir et ils ont peut-être intégré ça, quoi. Heu, est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'ils ont réussi quelque chose? Est-ce que ça a vraiment foiré? Est-ce que c'est en train de foirer? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, je pense que c'est. Alors là, il y a plusieurs éléments qui semblent dire que bon, la période du wokisme elle est terminée, comment dire, que tout ça c'est derrière nous, etc. Alors déjà, t'as cité Disney. Ben moi, je pense qu'en fait, limite ils cherchaient pas forcément à nous attendre des gens comme nous parce que nous, tu crées. Passé un certain Oui. âge, tu crées directement l'arnaque. Pareil, ça te Mmh. saoule, t'éteins la télé, tu passes à autre chose. Moi, pour moi, c'est vraiment le public des enfants qui veulent viser parce que évidemment, les enfants c'est des éponges et surtout plus tard, ça va devenir des adultes. C'est un peu ça c'est un peu ça le principe. Donc en réalité, préparer les enfants à plus tard refaire pour moi une offensive woke encore plus importante. Notamment pour être plus concret, récemment, t'as le patron de BlackRock qui a dit que oui, les critères ESG maintenant c'est devenu trop politisé. On va s'arrêter, on va se concentrer sur l'environnement. Moi, en réalité, ce que je pense, c'est que il arrête les critères ESG, d'accord, mais en fait, ils sont tous en branle-bas de combat pour atteindre l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est quoi? C'est un plan écologique qui est fait pour l'ensemble des entreprises. Et moi, je pense qu'en réalité, c'est plus un repli stratégique pour se concentrer sur cet agenda 2030, en réalité, que vraiment la fin du wokisme. Et à mon avis, le wokisme, derrière, ça va continuer, tu vois. Voilà, c'est ça d'ailleurs, hein, le livre, ça permet justement de connaître tout ça. Alors moi, à chaque page, bah, on en apprend, hein, on en apprend, mais vraiment, achetez ce livre, vous allez vous faire plaisir, c'est une dinguerie. Alors surtout, alors, ceux qui adorent les séries télé, vous allez en apprendre, vous allez apprendre des belles. Alors, j'ai une dernière question, mais en tout cas, parce que au début, je disais que c'était pas un livre qui appelait au boycott ou quoi aux caisses, mais c'est vrai que par contre, quand ça concerne les gamins,
parce que nous, on est adultes, on peut réfléchir, on écrit des bouquins, les gars, des bouquins pour réfléchir, mais c'est vrai que les gamins, non. Et là, j'ai envie de dire, bon, les gars, par contre, là, faites très attention hein, quand vous faites sur Disney, sur Netflix, vous montrez des dessins animés, regardez bien ce qu'il y a, parce que les enfants, c'est des éponges, et ça peut rester, quoi. Donc, voilà, méfiance quand même, Ben, méfiance quand même. je vais te donner un exemple très précis. À un moment donné, je vais au cinéma. Alors, j'étais parti voir un film, c'était un Marvel. Qui était nul, bon comme beaucoup de Marvel d'ailleurs. Mais et en fait, bon, c'est un film de super-héros à la con, tout con. T'as des mecs qui se tapent dessus, etc. Et à un moment donné, mais vraiment, ça sort de nulle part. T'avais des gamins dans la salle, hein. Et puis t'as deux mecs qui s'embrassent. T'as un plan comme ça, t'as deux mecs qui s'embrassent. Alors, Oui. ils sont même allés, ils ont mis un noir et un arabe, tu vois, pour te dire. Et il y en a deux qui, et Ah, puis voilà, t'as le plan qui s'arrête comme ça. Et puis après, ça passe à autre chose. Donc pour vous dire que les mecs sont ultra vicieux. Pareil, t'as eu ouais. ça. Pareillement, il y a eu dans un Star Wars donc qui appartient à Disney. Pareil, t'as vu. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, ils mettent des plans comme ça de gonzesses qui s'embrassent, etc. Très furtifs pour évidemment. Là encore une fois, le but c'est d'impressionner les gamins, quoi. Mais quand ça part en Chine, évidemment, cette partie-là, elle est coupée. Hein. Vous imaginez bien que les Chinois ils laissent pas regarder ça à leurs gamins, quoi. Tu sais, c'est un peu comme TikTok chinois. C'est pas TikTok. C'est pas le Oui, TikTok qu'on a nous, tu vois. ah bah, ça c'est intéressant parce que moi je regarde, si je vais sur Netflix, c'est vrai que, heu, c'est plus, Corée, tu vois? Corée du Sud. Parce que justement, même si ça commence quand même, on le voit, l'immigration commence à arriver, il y a le Ouais, wokisme qui commence à arriver, mais il y a encore, tu vois? Il y a encore les valeurs, tu vois? ouais. Le daron est Bah, encore c'est là, ça. tu vois? La politesse, enfin les trucs et c'est vrai que ça me rappelle un peu, tu vois, les années 70-80, ça c'est intéressant. C'est vrai que pour ceux qui veulent revenir un peu sans qu'il y ait trop de wokisme, hein, allez regarder Corée du Sud. Il y a encore deux, trois trucs vraiment sympas. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu disais que c'est quand ça commence à te toucher, c'est vrai. Par exemple, tu sais, t'avais eu Squid Game, donc qui est sorti, Ouais, donc la oui, deuxième saison. Alors la première saison, alors il y avait eu un truc qui peut ressembler un peu à du wokisme, c'est il y a un personnage pakistanais, parce que je crois qu'ils ont une grosse émigration pakistanaise ou indienne là-bas. On peut dire que c'est un peu le accepter la diversité. Mais surtout dans la saison 2, ils te mettent un personnage de transsexuel, techniquement de oui. transgenre, tu vois. Et personnage positif, en plus super balèze et tout. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'à un moment donné, en fait, ils ont juste pris un mec et ils ont laissé pousser les cheveux, quoi. Et c'est assez marrant parce que le showrunner, on lui pose la question, ouais, pourquoi t'as pas pris un acteur transgenre pour le faire? Et il a dit un truc, ouais, mais il y a pas de transgenre en Corée, tu vois. Il a en fait il a sorti un truc comme ça, quoi. C'est comme Kadyrov. Tu vois, Kadyrov, quand il avait dit, on lui avait posé des questions sur les droits des homosexuels en Tchétchénie, il a dit non, mais nous, pas besoin, il y a pas d'homosexuels chez nous, quoi. Donc c'était assez drôle. Et donc voilà, donc lui, la Corée n'est pas encore touchée par ça, mais ça commence, quoi. Oui, ça commence, ça commence. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'avec Trump, Musk, l'éveil des peuples, hein, ça n'a pas forcément fonctionné comme ils auraient voulu que ça fonctionne. Donc, c'est plutôt pas mal non plus. Alors, dernière question. C'est quoi pour toi une série qui va dans le sens du peuple, qui contribue à son bien-être? Et ça existe d'ailleurs pour toi? C'est quoi une bonne Euh, série qui permettrait, à la Loukache, quoi? ouais. Ben déjà, première. Alors ça, c'est un truc qui est dans le cinéma, qui est même dans le cinéma américain et qui est très présent. Tu remarqueras que le héros est toujours seul. Il est toujours seul à l'institution, etc. Alors il y a des explications hein, un peu psychologiques, etc., qui disent que ça vient beaucoup du côté des juifs qui ont subi des programmes en Europe de l'Est, vu que c'est eux qui ont monté les boîtes, etc. Bon, il y a de ça, il y a aussi à mon avis des spécificités américaines. Mais déjà, ou un peu à la Iron Man, tu sais, t'as un mec tout seul qui construit un robot du turfu. Oui, Déjà, montrer que souvent ces trucs-là, en fait, ça se fait en équipe, tu vois. Montrer de la collaboration. Par exemple, il y a un film russe qui est connu qui s'appelle Salyut 7, je crois. Et là, qui montre vraiment le côté camarade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une entreprise, etc., l'homme seul ne réussit à rien. D'ailleurs, tu as Alain Soral qui parle beaucoup de ça, qui dit à un moment ouais, donné, c'est les collectifs qui font des choses. Essayer de nous faire croire que c'est l'homme seul face à l'institution, non. L'homme, il se fait toujours bouffer face à l'institution, tu vois. Alors que le collectif, ça, c'est quelque chose. Donc déjà, montrer des collectifs qui fonctionnent, qui font des choses, etc. De montrer des familles cohérentes ou parce que là, pareil. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des séries coréennes qui ont
qui sont encore porteuses de bonnes valeurs. Moi, je conseille, il y a un exercice que je fais souvent qui est assez marrant, c'est vous regardez les adaptations par les Américains des mangas japonais. Tu vois, par exemple, il y a un manga japonais qui est assez connu qui s'appelle Death Note, qui a été adapté sur Netflix justement. Et c'est assez marrant parce que le héros dans Death Note, c'est un type brillant, qui a du succès avec les filles, que son père adore et qui adore son père. Ainsi, et après, quand ça passe en adaptation américaine, alors ça devient une espèce de petit 68ard qui est en guerre contre son père. C'est un espèce d'émo qui est frustré avec les gonzesses, etc. D'ailleurs, t'avais un peu ça aussi dans un truc que les gens de ma génération connaissent, c'est l'adaptation de Dragon Ball par les Américains, Dragon Ball Evolution. C'est assez marrant de voir un peu les différences culturelles et ce que les Américains mettent dedans, quoi. Donc voilà, des familles fonctionnelles, des collectifs qui réussissent à accomplir des choses. Déjà, on serait plus dans une espèce de série Lucasienne, quoi. Voilà. Mais il arrive parfois que des séries changent la vie d'un homme et il y a une personne que vous connaissez tous qui a regardé une série et ça a changé le cours de sa vie, mais le cours de la vie de tous. C'est Vladimir Poutine qui regardait la série 17 moments de printemps qui était diffusée, c'est une mini-série soviétique en 73 et la personne en question elle va au KGB et c'est vrai que Poutine lui était impressionné parce que pour le coup c'est individualiste parce que c'est une seule personne qui arrive à s'infiltrer et à sauver le monde et ça c'était son délire à Poutine et ça a été il le dit souvent dans des interviews il y avait beaucoup de séries comme ça à l'époque soviétique et ça a été quelque chose qui l'a marqué et qui l'a poussé à devenir agent secret et à monter. Et peut-être sauvera-t-il le monde, j'en sais rien, hein, pour ceux qui aiment Poutine, qui n'aiment pas Poutine, mais en tout cas, voilà, ça a eu un impact dans sa vie. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le sport, il y a aussi sa maîtresse qui l'avait pris en main, mais il y a aussi cette histoire de Poutine, comme quoi les séries ça Ouais. peut. Alors c'est pas les Et séries, c'est pas les super héros parce que souvent les super héros, personne peut être super mal. Hein. ouais. Déjà avoir envie de mettre un slip par-dessus un collant, t'as pas trop envie. Mais en Russie, ça a un impact. Vas-y, tu voulais me dire quelque chose. Ouais. Juste, vous pouvez la trouver sur YouTube cette série normalement, si vous voulez la D'accord, ok. regarder. Oui, Voilà. oui, sous-titré, oui, ça existe. Voilà. Donc, on avait dit qu'on ferait le top 5. Alors, le top 5, Mohamed, c'est quoi ton top 5 ou ton top 10 hein, si tu as voilà, des petites pépites en plus, ce serait quoi pour toi? Alors moi ça va être Les Sopranos. Comme je disais, hein, c'est les séries que j'épingle le plus. Les Sopranos, Breaking Bad, je mets un peu ça dans le même panier. Pour moi, Mhm. c'est vraiment le top de la série. Parce que ça, pareil, faut aussi dire un truc. HBO, ils ont aussi un espèce de savoir-faire aussi. Ouais, Les trucs genre le décor, etc. Et notamment la distribution. Et là, tu sais, on parlait de Oz tout à l'heure. Je sais pas si t'as remarqué un truc dans Oz, mais t'as énormément de personnages que tu vois, genre 2, 3 épisodes, mais en fait, ils te marquent et ça te reste vraiment en tête. Et ça, c'est que tu ouais, sens qu'en fait, la chef du casting, c'est souvent des femmes d'ailleurs. La femme qui s'occupe du casting, elle a un talent de dingue parce qu'elle trouve ouais, ouais, ouais. exactement les bonnes têtes pour les personnages, etc. Et donc du coup, ouais, entre les Sopranos, donc James Gandolfini l'acteur et Walter White, donc le expert de Malcolm, Bryan Cranston. Bon, je crois que c'est les deux meilleures performances d'acteurs que j'ai vues dans une série. Donc ouais, Soprano et Breaking Bad en premier, je dirais. À chaque fois, ça change hein, selon où je suis. Oui, oui, oui. Euh, Sinon, je dirais aussi True Detective saison 1. True Detective qui a été fait par un... Alors là, pareil, c'est assez marrant, showrunner, encore une fois, italien d'origine catholique. Enfin, d'origine italien catholique. C'est un Américain, hein, italien catholique qui s'appelle Nick Pizzolatto. Mais surtout, je pense que l'un des génies aussi, c'est le réalisateur. C'est un Américain-japonais qui s'appelle Kari Fukunaga, qui a réalisé le dernier James Bond, hein, pour info. Et c'est super, c'est super. C'est donc... deux détectives qui enquêtent sur des réseaux pédocriminels. Donc c'est en 8 épisodes, je crois. Bon, il y a 4 saisons et c'est une série d'anthologie pour info. C'est-à-dire que le chaque saison est une histoire différente. J'ai bien aimé aussi les saisons 2 et 3, mais la saison 1 c'est vraiment au top. Donc pareil, je conseille pour ceux qui veulent regarder. Une petite série pour geekos,
Mister Robot, je sais pas si tu l'as vu cette série. Ouais, j'ai vu. Pour moi, Mister Robot, c'est la série la mieux réalisée de tous les temps, notamment genre les saisons 3 et 4. Alors au début, ça semble se passer dans le milieu des hackers, mais en fait pas vraiment. C'est un peu comme Matrix, hein. Au début, t'as l'impression que c'est un truc sur les milieux des hackers, mais en fait c'est beaucoup plus complexe. Et Mister Robot, c'est ça, c'est un peu des questions sur la réalité, etc. Et le showrunner, je le trouve vraiment excellent. C'est un mec qui s'appelle Sam Ismail. Je crois que c'est un Américain d'origine égyptienne. Il a fait une autre série qui s'appelle Homecoming. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Non, j'ai pas vu, non. Ben, je te la conseille fortement. Alors il y a 2 saisons. Faut regarder que la première saison. C'est avec Julia Roberts. Donc Homecoming, je te conseille. Je crois que tu la trouves sur Prime en France. Donc là, pareil, j'en dis pas trop, mais ça se passe en fait dans les milieux, on va dire, des anciens combattants pour aller très très vite. Et pareil, il avait fait, ben pour le coup, c'était une production Netflix. D'ailleurs, produit par Obama. C'était assez marrant à voir. Il a fait un film qui s'appelle, je crois, Le Monde après nous, qui est aussi très très bien, si tu veux regarder. Bon là, on n'est plus dans les séries, on est dans les films, mais voilà. Sinon, alors je les mets un peu, c'est pas le même genre, mais je pense que l'un est brouillon de l'autre. T'as vu la série Rome? Oui, oui. Voilà, meilleure série historique. Vraiment, j'ai Oui, adoré. Rome. D'ailleurs, Rome, Game of Thrones, Dexter. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette introduction de l'inceste dans Ah ouais, cette en série. effet, ouais. Pas trop En encore effet. Dexter, c'est pas trop ça, parce que bon, on va dire plus, mais voilà, c'est juste, Mm. c'est ça. Ouais, Mais en oui, effet, oui, ouais. Rome, bien, Rome. Ouais. Ben, Rome, je sais pas si tu sais, mais en fait, ça a fait 2 saisons, Rome, et ça devait en faire 5 au début. Mais en fait, ils ont eu énormément de problèmes de production. En fait, ils tournaient ça en Italie, tu sais, à la Cinecittà, le Mhm. truc monté par le fils de Mussolini, là. Et donc, du coup, les décors ont cramé. Enfin, ils ont eu des problèmes de dingue. Ah bon? Et en fait, c'est une coproduction HBO-BBC. Pareil, BBC, les Anglais, ils font d'excellents trucs. Par exemple, je conseille Sherlock, qui est, c'est un Sherlock Holmes moderne pour aller très vite. Donc c'est une coproduction BBC HBO et même Rome en termes de rien que pour le côté historique, hein, un peu documentaire, etc. C'est Ouais. excellent. Mais même en termes de fiction, c'est super. Mhm. Et mais je mets aussi Game of Thrones avec parce que pour moi Rome c'est un brouillon de Game of Thrones. Tous les trucs de Game of Thrones vous les retrouvez, tous les trucs de Rome vous les retrouvez dans Game of Thrones. Mais Game of Thrones, je dirais la première partie, la première moitié. Alors pour info, pour ceux qui ne savent pas, Game of Thrones, donc c'est des adaptations de romans faits par le George R. R. Martin, mais lui-même en fait s'est inspiré de romans français d'une saga qui s'appelle Les Rois Maudits. Donc Les Rois Maudits, c'est une saga historique qui a été faite après la Seconde Guerre mondiale par un dénommé Maurice Druon. Alors il y avait des ateliers d'écriture, hein, mais c'était le Maurice Druon qui dirigeait ça. Là pour le coup, conseil de lecture hein, pour les plus jeunes qui veulent lire du roman historique. Ça se passe sous la royauté Philippe le Bel et en fait le point de départ c'est l'exécution du maître des Templiers dont j'ai oublié le nom et donc du coup il a lancé une phrase apocryphe qui disait je vous maudis Philippe le Bel le pape de l'époque qui était à Avignon parce qu'il y avait plusieurs papes à l'époque et je crois qu'il s'appelait Nogent le garde des sceaux de l'époque. Il dit je vous maudis sur 13 générations et vous allez mourir dans l'année. Donc les mecs meurent dans l'année et donc du coup l'idée c'est que les rois ont été maudits sur 13 générations par le maître des Templiers quoi. Mais bon Mhm. c'est le seul point de départ qui paraît un peu mystique mais sinon tout le reste des événements est vrai quoi. Donc là je suis passé sur un conseil de roman mais voilà donc Rome Game of Thrones. Il y a un peu le délire série pour les blancs testostéronés etc. Tu vois t'as beaucoup de mecs qui adorent Thomas Shelby puis Kim Ladders et compagnie. En Oui. fait moi dans le délire la meilleure série, c'est The Shield. Je sais pas si tu l'as vu. The Shield. The Shield, oui, oui, bah, bien sûr, bah, bien sûr. Ah, je la trouve, franchement, cette série, Eh je la ben, trouve excellent, exceptionnelle. excellent. Alors, c'est une histoire, alors c'est inspiré d'histoires vraies. C'est un commissariat de flics pourris, en fait. Donc, de flics qui prenaient du pognon, qui dealaient un petit peu avec les dealers, mais qui en même temps faisaient respecter la loi, quoi. Bon, bref. Donc, The Shield, je conseille. Donc là, pareil, ben là, on va être dans le monde des prolos, c'est Malcolm. Pour moi, c'est la série Ouais, humoristique Malcolm, ouais. absolue. Et donc avec l'acteur qui a fait Walter Et, White là. Et là par contre t'es dans le monde. En fait c'est drôle parce qu'en fait c'était le white trash avant l'heure. En fait on te filmait des white trash. oui. Donc t'as le génie de la famille qui va s'en sortir. Enfin ils sont deux en l'occurrence. Mais on te filme des beaufs etc. Donc très très drôle Malcolm. Ouais je crois que j'en ai cité. Ah oui je peux en citer une autre. Alors c'est pas forcément dans les séries préférées mais j'aime beaucoup et surtout je trouve que c'est très vrai par rapport au monde pour ceux que ça intéresse. Hein. Le monde des startups. Comment tu sais le monde des mecs qui créent Zuckerberg. En fait c'est un peu une caricature de Zuckerberg.
C'est une série qui s'appelle Silicon Valley. Alors c'est une série HBO. En fait, ça suit une espèce de caricature de Zuckerberg. Dedans, tu vois aussi une caricature de Steve Jobs, etc. Et en fait, c'est une bande de petits génies qui ont créé un algorithme et qui essaie de monter une boîte à la Silicon Valley. Et donc Hmm. c'est évidemment très drôle. Et mais surtout, c'est le showrunner qui a créé la série Silicon Valley a bossé à la Silicon Valley. Donc c'est des choses très très vraies. Par exemple, à un moment donné, alors ce truc-là qui était à un moment donné une théorie du complot, mais maintenant on sait que c'est vrai. Tu sais, t'as déjà entendu parler des mecs, les riches qui échangent leur champ contre des jeunes. Ouais. Ben, en fait, ils le montrent dans cette série-là. Alors c'est humoristique et tout, mais en fait tu comprends qu'en réalité t'as des vrais patrons de la Silicon Valley qui font ça, tu vois. Et donc c'est vraiment une série à clé, Ah, c'est pas mal par intéressant. rapport à tout ça. Ah, ouais. Et pareil, même ça te montre des trucs très concrets, donc des trucs dont je parle dans le livre. Hein, c'est comment se créer une entreprise à la Silicon Valley, comment les types, tu sais, le principe des levées de fonds, etc. C'est très abstrait au départ. Tu sais, des fois on te dit, tu comprends pas trop, on te dit YouTube ça perd de l'argent. Et tu dis mais comment c'est Hmm. possible qu'ils perdent de l'argent? Et bien en fait tu comprends avec ce type de série ou même c'est un peu expliqué dans le bouquin, comme tu comprends un peu comment l'économie de tout ce truc là quoi. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà. Donc, ok, alors, je vais donner les miennes, hein. Alors, moi, c'est Breaking Bad, Dexter. Bon, on en a parlé pendant toute l'interview. Évidemment, Oz, moi, ça m'a choqué. Enfin, vraiment. Et d'ailleurs, Oz, moi, pourtant, il y a des scènes homosexuelles, mais tu sens pas le wokisme. C'est ça la différence entre Ouais. Oz, tu vois. Et plus tard viendra, c'est comment ça s'appelle dans les prisons avec les bonnes femmes. Ah, Orange is the New Black. Orange is the New Black, tu vois, Ça le c'est jour le jour et la nuit, tu vois. ça c'est une horreur. Et on voit bien la différence. Et vous allez avoir la différence. Enfin bon, bref, Les Sopranos, bah forcément, je suis en train de la regarder, faire découvrir à ma femme. Elle adore Dexter maintenant et elle adore tout maintenant. Fini, Plus belle la vie. Je suis Ouf. sauvé. Ah, alors moi, j'ai Ça va te beaucoup sauver, aimé. ça va te sauver des J'ai soirées, ça, tu vas voir. Ouais, ouais, c'est clair. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, You, ah bah, Joe Shield, forcément, heu Ozark, je trouvais ça pas mal, Ozark, Luther, il y a longtemps, j'ai vu, mais des fois, il faut que je les re-regarde, c'est intéressant. Un truc marrant, moi, j'avais remarqué, c'est que j'avais regardé, c'était Misfits. Alors Misfits, c'est Ah, super c'est drôle, si vous pouvez super. regarder. Ah, c'est C'est vraiment, mais super. moi, il y a un moment, il y a une scène, enfin moi, j'en ai pleuré, mais c'est tellement drôle, quoi. Alors il y a le jeu de la dame aussi qui est pas mal, Viking, bah, Game of Thrones forcément. GTO, moi j'aime bien, j'ai re-regardé dernièrement Non. GTO, c'est vraiment rigolo. The End of the Fucking World aussi, c'est plutôt bien. Prison, Playbook, hein, CEO, ça vous plaît pas, et Orange in the New Black, c'est pas votre délire. Regardez Prison Playbook, c'est sud-coréen, c'est top, vraiment c'est top. Allez regarder ça, c'est vraiment il y a toujours les valeurs. Moi, j'adore, hein, il y a toujours les valeurs et tout, c'est sympa. Bad Street Girl. Alors la saison 1. Saison 2, il faut que je la regarde, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi bien. Mais Bad C'est sur Street quoi, Girl, ça? eh ben, ça, en fait, c'est des. Je peux pas trop raconter, mais c'est des mafieux qui vont devoir faire quelque chose. Alors, on pourrait croire que c'est du wokisme, mais pas du tout. C'est très drôle. En fait, mais regarde-le, tu vas voir, tu vas être mort de rire. C'est très, très drôle. OK. Pourtant, des mafieux, le patron leur fait faire un truc qui est incroyable, mais voilà, c'est très, très drôle, quoi. C'est vraiment très drôle. On a quoi d'autre? Bah, Cassandra, le meurtre zen, c'est bien. Alors, il y a Shameless aussi. Alors, Shameless, Ouais. moi, je regardais j'ai regardé d'abord série anglaise. Et du OK. coup, pour ceux qui ont regardé la série américaine, ils vont pas aimer la série anglaise, mais ceux qui ont regardé la série anglaise, ils vont adorer la série anglaise et ils vont aimer aussi la série américaine. Mais la série anglaise, moi, j'ai adoré parce qu'il y a l'authenticité Ouais. Bah, voilà. c'est le même Donc, phénomène que The Office, tu sais. The Office, ouais, généralement, les mecs qui ont envie d'avoir la version américaine, ils détestent la version anglaise. c'est Alors que moi, ça. c'est ma préférée, tu vois. Mais ouais, ouais, c'est Ouais, pareil. mais carrément, quoi. Westworld aussi, bien, mais bon, Ah, ça c'est part en super, ouais. sucette. Ouais, c'est dommage, ça part en sucette. Alors, il y a un autre truc que je voulais, c'était alors là, c'est pas, pour le coup, c'est pas une série, c'est un film, c'est, Lunchbox, The Lunchbox. Alors Je connais pas. c'est un film indien.
ça déchire. OK. Je Vraiment, vais regarder ça. regardez Louchbox. De toute façon, je mettrai tout, en description, hein, nos préférences à Mohamed et moi. Comme ça, vous pourrez regarder. Donc, voilà pour, cet entretien. Chers auditeurs, je vous encourage vraiment à plonger dans comprendre les séries TV. C'est une lecture qui vous permettra de décoder vos séries préférées et bien plus, hein, vraiment, c'est génial. C'est génial. Vous allez même le lire 2 fois comme moi. Vous allez voir, c'est top, c'est vraiment top. Vraiment, c'est important parce que comprendre, c'est devenir acteur du changement. Et peut-être qu'un jour, Charline Gall se croisera Walter White pour réécrire ensemble un avenir différent. En tout cas, merci Mohamed, hein, merci beaucoup d'être venu pour cet entretien. Et je te Merci. dis au revoir. Ben, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté jusque-là et ben, au revoir et à une prochaine. Merci Mohamed, allez, à ciao les gars.